Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur votre émission Grand Débat de ce matin, une émission très alléchante, une émission captivante, il faut le dire, c'est toujours avec un réel plaisir de savoir que vous nous regardez partout, dans toutes les plateformes univers social info, sur YouTube ou encore sur Facebook, ils sont très nombreux, très évidemment en train de nous regarder. Merci encore de nous relever cette confiance, c'est toujours un réel plaisir, avec beaucoup d'honneur de savoir que vous nous regardez dans vos petits écrans télévisés. Merci encore de nous relever cette confiance. Ce dimanche 20 août de l'an de grâce 2023, ne rien dire pour lui, ne rien taire pour plaire. Le débat, rien que le débat et surtout le débat, on dit la vérité sans détour ni crainte d'aucune forme. C'est aussi ça. Nous sommes toujours là avec bien sûr les panélistes qui sont très nombreux d'ailleurs, il faut le dire. Ils sont très nombreux d'ailleurs du RDPC, du PCRN et bien sûr de l'UDC. Ils sont là. Mesdames, messieurs, nous allons en tout cas prendre d'abord un verre d'eau, le temps d'accueillir nos téléspectateurs ou encore nos invités sur ce plateau Univers Info TV. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, et c'est important de le dire, merci encore de nous renouveler cette confiance. Nous sommes là ce dimanche 20 août de l'an de grâce 2023. Ne rien dire pour nous, ne rien taire pour plaire. C'est bien sûr les motifs ou encore le statut de l'émission de ce matin. Chaque dimanche, c'est toujours avec quel plaisir. Le 10-12 sur nos plateaux. Et c'est important de le dire, mesdames et messieurs. Merci encore à tous ces téléspectateurs qui nous regardent partout ailleurs. Univers Info TV sur Facebook, encore sur YouTube. C'est aussi ça, l'émission de chaque matin, chaque dimanche, bien sûr, on fait le débat. Rien que le débat d'idées, la vérité va certainement jaillir avec nos invités qui sont déjà là, de plusieurs partis politiques, le Rassemblement démocratique camerounais, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'Union démocratique du Cameroun. Il faut dire que nous avons invité le Social Democratic Forum. Malheureusement, ils ont à la dernière minute décidé de ne pas y être là. C'est aussi ça, le Cameroun, mesdames et messieurs. Nous allons sans tarder accueillir nos invités sur ce plateau. Le temps pour nous de planter le décor et bien sûr aborder de façon pragmatique avec les thématiques. Deux thématiques vont meubler ce quotidien. Je vais commencer cette fois-là, toujours par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur Mokou Issofar, bonjour et bienvenue. Bonjour à mes copanélistes ici, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de répondre à un débat dominical. Comment allez-vous ce matin? Je pense que je vais bien. Ça a été un peu difficile le réveil matinal, mais enfin l'essentiel c'était quand même d'être sur ce plateau. D'accord, comment se porte le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à ce moment où le président, votre leader, est bien sûr il fait les mains et les pieds pour que le Cameroun soit debout? Tout à fait, le président de la République, qui est par ailleurs le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que j'ai l'honneur de représenter sur ce plateau, se porte plutôt bien, il se bat bien et les institutions sont en place. Lui-même étant une vraie institution se met en place pour que les choses se passent un peu plus bien. C'est vrai qu'on ne peut pas être dans une république où on a une diversité d'idées et souhaiter que les choses aillent tous dans le même sens. C'est pour cette raison que je voudrais tout de même dire que le chef de l'État fait ce qu'il a à faire. Et les quelques responsables, à quelque niveau que ce soit, se battent également pour que les choses avancent. Et nous sommes là également pour voir et débattre également pour apporter notre sien à ce que les choses se portent un peu plus bien au Cameroun. D'accord, il y a une actualité politique au sein de votre parti actuellement? Pas du tout. L'actualité, non, nous sommes toujours le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti qui est là qui a été conçu
pour conquérir et conserver le pouvoir. Pendant que les hommes dorment, pendant que les autres observent la nature et nous voient faire, évidemment, nous continuons à travailler. Nous avons nos opérations statutaires qui sont connues. Nous les menons, nos activités, nous mobilisons ça et là, nous amenons nos militants, les quelques-uns qui restent, nous ratissons l'âge pour qu'ils arrivent à s'inscrire sur les listes électorales. Et nous pensons que cela se passe un peu plutôt bien. D'accord, 2025, c'est bientôt. De l'autre côté, je vais accueillir M. Joundom Amadou. Il est là pour le compte de l'Union démocratique du Cameroun. M. Joundom, bonjour. Bonjour Béchir et bonjour à tous les téléspectateurs d'Univers Social. Et je profite de l'occasion pour présenter mes excuses aux téléspectateurs parce que dimanche passé, j'ai fait faux bond aux téléspectateurs. C'est simplement parce que j'étais au chevet de ma maman qui est on a dû croire que c'est comme ça que l'opposition fait souvent. Non, l'UDC, depuis sa création, n'a jamais fait la politique de la chaise vide. Vous savez qu'à chaque fois, l'UDC est présente. L'UDC ne se désengage jamais à la dernière minute. D'accord. Comment allez-vous? Comment se porte votre parti actuellement? Quelle actualité au quotidien? L'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, se porte à merveille. Nous sommes en train de faire des tours dans les circonscriptions du Cameroun pour essayer de réchauffer la base parce que c'est pourquoi les autres perdent le sommeil. Si nous ne travaillons pas, ils n'allaient pas chercher des moyens à chaque instant à vouloir jouer dans la roublardise et les embuscades. C'est pourquoi à chaque fois, ils pensent que nous dormons. Et si nous dormions, alors ils n'allaient pas essayer de chercher des voies et des moyens pour toujours jouer à l'embuscade. Vous voyez qu'au Cameroun, il n'y a pas un calendrier électoral connu d'avance. C'est dans la roublardise. C'est pourquoi, à chaque fois, ils veulent toujours tromper les populations. D'accord, merci. Je pense que l'honorable Patricia, elle se porte bien. 5 sur 5. D'accord, merci. De l'autre côté, nous allons accueillir monsieur Kemayou, Abdel Kemayou, qui est là pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Monsieur Kemayou, bonjour et bienvenue. Bonjour Béchir et merci de m'accueillir une fois de plus sur ce plateau. Je profite de l'occasion pour dire un bonjour à tous nos téléspectateurs et comme vient de dire mon copanéliste, m'excuser pour l'absence de dimanche dernier qui est dû... C'était involontaire. Je suis là, nous ne pouvions pas rater l'occasion lorsque cela se présente de saisir au moins un du RDPC et de présenter la vérité au peuple camerounais. J'étais tellement peiné de constater que je ne pouvais pas être sur ce plateau avec un représentant du Randon définitivement pauvre le Cameroun pour qu'on puisse leur dire leur vérité en face, même comme ils essayent toujours de tourner le peuple dans la bourrique, mais on va essayer, on va se battre, c'est l'affaire de tous les jours. D'accord, je pense que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale ainsi que son leader se porte bien. Oui, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale reste focus sur son objectif, c'est-à-dire bouter hors d'état de nuire le RDPC d'ici 2025. C'est notre leitmotiv, c'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'exister et nous pensons que le peuple est prêt, le peuple est paré à le faire. C'est pour ça que nous invitons toujours le peuple à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que c'est ça le problème du Cameroun et c'est... Vous dites bien que vous insistez pour chasser le RDPC, c'est ce que vous voulez dire? Effectivement, il faut qu'au soir des élections présidentielles de 2025, qu'on ne parle du RDPC qu'au passé. En tout cas, c'est noté. Merci, chers téléspectateurs. Pour plaire. Le leitmotiv est là, le statut, décor planté, terrain balisé. Je pense que l'émission de ce matin, dimanche 20 août de l'an de grâce 2023, ça va chauffer. On va certainement sans transition commencer bien sûr avec la première thématique de ce matin, rentrée scolaire 2023-2024. 2 semaines exactement, 14 jours bien comptés pour le début bien sûr de la rentrée scolaire lundi qui s'annonce lundi 4 septembre de l'an de grâce 2023. Beaucoup de questions déjà, les parents s'entremêlent, les élèves, les établissements à la fois privés, publics, et il y a trop de choses qui se disent déjà, mais aujourd'hui nous nous attelons bien sûr sur les associations des parents d'élèves et enseignants APEE qui certainement on se pose trop de questions. Vont-elles ces associations véritablement jouer leur rôle cette fois-ci? Est-ce que la malversation économique financière, oui, le trucage, la complicité
aborder certains chefs d'établissement qui parfois, avec le bureau exécutif de l'APE, s'arrogent l'honneur de, entre guillemets, manger l'argent de l'APE. Les enseignants souffrent, les enseignants avec des salaires payés, et pourtant l'APE existe bel et bien. On se pose un certain nombre de questions. Cependant, nous ont dit pourquoi ne pas aborder avec beaucoup d'objectivité cette thématique, bien sûr, puisque la rentrée s'annonce bien évidemment. Je vais commencer avec, bien sûr, M. Mokou Issofa du Rassemblement démocratique du Camerounais. M. Mokou, rentrée scolaire 2023-2024, est-ce que les APE vont finalement jouer leur rôle exactement comme se disent les tests? Il y a l'arrêté du ministère, il y a le décret du président de la République. Certainement, est-ce que l'APE sera dans ce rôle cette année scolaire? Bachir, je vais répondre à votre question, mais vous me permettrez, puisque nous sommes à un débat, de répondre un peu en quelques secondes pour balayer ce que les uns et les autres. Quelques secondes seulement pour balayer dans le verre de la main. Oui. Pour dire qu'en fait, ce sont eux qui s'excusent d'avoir été absents à un débat citoyen. Vous comprenez? Oui. Pour des raisons qu'eux-mêmes ont présentées à vos téléspectateurs. Mais nous disons au RDPC que partout où nous pouvons être importants, nous ne manquerons jamais d'y être. La fois dernière, j'y étais. Effectivement. J'ai pris du temps, j'ai passé suffisamment de temps avec vous, on a débattu d'un certain nombre de choses. Oui. Je le réitère ici pour dire que lorsque les intérêts du Cameroun sont menacés quelque part, si ma présence peut être utile pour que cette situation se décante, je ne manquerai jamais. Vous parlez de votre présence, de la présence du Rassemblement démocratique du Cameroun? Je parle escalité. D'accord. Donc je crois que tout ce que je dis ici engage le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'accord. Je n'ai pas besoin de vous le dire tout le temps, mais vous savez que ma position est en réalité une position du parti qui m'envoie sur ce plateau. Donc je voudrais dire également à mon ami, à mon frère qui est sur ce plateau, du PCRN, M. Kemayou, pour lui dire que nous aimons ça, nous du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous sommes prêts au débat. D'accord. Mais nous, ce que nous évitons, c'est les combats inutiles. C'est nous, au RDPC, qui avons demandé au président Paul Biya, pendant que les autres lui disaient non, cette histoire va créer des ennuis au Cameroun, ça risque de nous créer ceci. Nous avons été de ceux qui avions dit non. Il faut libéraliser, il faut permettre aux gens de parler, il faut amener les gens à dire ce qu'ils pensent. C'est de cette manière que peut-être que nous construirons mieux le Cameroun. Alors, je crois qu'il a la preuve par neuf que le RDPC est disposé au débat et qu'il vient même pendant qu'ils ne sont pas là. Donc je voudrais lui dire que même jusqu'au 25 à 2025, nous y serons et nous tiendrons le même discours, le discours du rassemblement, parce que nous travaillons pour gagner. D'accord, on revient sur le thème. Maintenant pour le thème. D'accord. Écoutez, vous allez souffrir parce que nous sommes tous politiques, on va de temps en temps revenir là-dessus. Il n'y a pas de Donc problème. je voudrais dire que pour les APEE, l'idée, le principe est clair. D'accord. Et les APE doivent fonctionner. La communauté éducative est formée d'un certain nombre de maillons. Et chaque maillon a un rôle essentiel à jouer. Il n'est plus jamais question d'envoyer votre enfant à l'école pour le simple plaisir d'envoyer. Mais il est désormais question de savoir que j'ai envoyé mon enfant dans telle école. Je fais désormais partie de l'ensemble de l'équipe ou de la communauté qui encadre mon enfant. Mais maintenant, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'elle va fonctionner comme d'habitude. Je vais vous dire qu'elle va fonctionner comme elle a l'habitude de fonctionner. Ce n'est pas l'hirondelle qui fait le printemps. Je voulais vous dire, pendant que vous dites ici que les fonds d'APE ont été dilapidés, tout à côté de vous, on vous dit que non, l'APE a réalisé des choses incommensurables. Donc on ne peut pas, sur cette base-là, se mettre à pouvoir généraliser en demandant si l'APE pourra fonctionner. Elle va fonctionner comme d'habitude, mais je voudrais tout de même dire à ceux qui ont la responsabilité de gérer ces fonds que bien qu'étant une association venant de l'extérieur, qu'il s'agit en réalité des biens publics. Et que les parents qui ont contribué devraient tout de même être présents et participer d'une manière ou d'une autre à la gestion de cet argent. Mais qui n'oublie pas une chose, c'est que le chef de structure, qui peut être le directeur de l'école ou le directeur de l'établissement ou le directeur du CS ou le proviseur du lycée ou même le principal d'un collège, est
partie intégrante de cette structure. D'ailleurs, nous l'appelons très souvent conseiller technique. Vous ne pouvez pas être dans une école et définir les véritables besoins sans avoir à consulter ceux qui y vivent au quotidien. Moi, j'ai l'habitude de dire que les enseignants sont comme des rats de l'école. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que là. Donc, si on fait un truc sans les associer, je crois que c'est un problème. Et c'est même pour ça que l'administration du Cameroun avait compris qu'il fallait partir de APE à APEE pour que ce soit un tout pour un même but. Je crois que si vous me reposez la question de savoir est-ce que les APE vont fonctionner comme principalement connu, je vais vous dire oui, les APE doivent fonctionner parce qu'il existe des textes qui encadrent le fonctionnement de ce genre de structure. Alors, M. Joundom Amadou, comment comprendre véritablement si les APE vont fonctionner, bien évidemment comme on le souhaite, comment comprendre alors que certaines associations des parents d'élèves, en complicité avec certains chefs d'établissement, parfois dilapident les fonds d'APE au détriment des enseignants qui sont, comme M. Mokou disait, rares, ils vivent de là, simplement. Pensez-vous que ça va donner cette année? Moi, j'ai une autre position, une autre observation des APEE. À mon avis, avant de répondre à votre question, oui, je dirais que les APEE, c'est une incongruité. C'est-à-dire? Cela veut dire que les APEE n'ont pas leur raison d'être. Comment ça? Ça, c'est notre position. Comment ça? Parce que si on va loin, les APEE ne devaient pas exister. Alors, les APEE, c'est une conséquence des plans d'ajustement structurel. Et à partir des plans d'ajustement structurel, on a privatisé les fonctions régaliennes de l'État. Parce que les principes des plans d'ajustement structurel, c'est quoi? C'était quoi? C'était la libéralisation et la privatisation. Oui. Et de deux, l'objectif des plans d'ajustement structurel, ce n'était pas de réduire la pauvreté, mais c'était d'arrimer les pays africains au marché, à l'économie de marché. Et l'économie de marché a deux principes, la libéralisation et la privatisation. Vous voyez qu'on a privatisé même les ressources de souveraineté du Cameroun, comme l'eau et l'électricité. Et de manière sibylle, on a privatisé aussi l'enseignement, l'éducation au Cameroun. Or, l'éducation, la sécurité, la santé, ce sont les fonctions régaliennes de l'État. Voyez-vous que à l'école publique, on dit bien que l'école publique au Cameroun est gratuite. Oui. Alors, comment se fait-il qu'une association, une association, on peut dire privée, vienne intervenir dans une institution publique? C'est pourquoi je trouve que c'est une incongruité, parce que, ayant privatisé, l'État s'est désengagé. Vous voyez qu'avec les plans d'ajustement structurel, on a réduit, je pense, de moitié le salaire des enseignants, ce qui a tué les institutions sociales au Cameroun, la santé et l'éducation. On a vu des enseignants qui se sont expatriés. Ceux qui sont de ma génération, on a vu certains professeurs de physique, par exemple, M. Nkwam, qui était un grand professeur de physique, qui a laissé l'éducation pour aller faire les affaires parce que ça ne payait plus, parce qu'il ne trouvait plus son compte. Et moi, à mon avis, on pouvait financer l'éducation autrement, sans passer par les APEE, parce que les APEE ne jouent pas pleinement leur rôle. D'un côté, vous avez dit, ça peut être 2 sur 10. 2 APE sur 10 qui fonctionnent bien. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre propos liminaire de connivence entre le technicien qui est le directeur, le proviseur ou le principal. Il y a souvent des connivences pour gérer l'argent et pourtant les textes sont clairs. Le directeur ou le proviseur ne doivent pas interférer dans les affaires des associations. Il apporte seulement une vision technique de la chose. Mais vous voyez souvent les parents d'élèves, au lieu de soutenir les parents, le président de l'APE, au lieu de soutenir les parents, soutient plutôt le proviseur. Vous voyez souvent le proviseur ou bien le directeur qui donne des orientations techniques, le président de l'APE dit non. Et pourtant, lui n'est pas technicien. Et vous avez parlé des malversations financières. Certains
de nos chefs d'établissement n'ont pas été formés au management. Ce sont des grands pédagogues, mais ce ne sont pas des bons gestionnaires. On va arriver à ce point-là. Monsieur Kemar du PCRN, pensez-vous, comme Monsieur Jodo de l'UDC, que l'APE n'a pas sa place véritablement? Oui, dire que l'APE n'a pas sa place, je pense que il y a plusieurs façons de l'interpréter. D'abord, il faut dire que dans le contexte camerounais, j'ai d'abord envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Absolument rien. Donc spécifier le cadre de le cadre de l'APEE. L'APEE marche au Cameroun exactement comme marchent les autres institutions du Cameroun. C'est-à-dire ne marche pas du tout. Je vais m'expliquer. Lorsque que vous rejoignez M. Jourdan, l'APEE n'a même pas sa place. Mais l'APEE, c'est plutôt, vous savez, on a toujours eu cette façon-là de créer des structures pour dilapider le fonds des Camerounais. C'est un peu dans cette logique que s'inscrit l'APEE. Vous allez vous-même constater que dans un établissement, on a dit bien dit association des parents, d'élèves et enseignants. Mais en réalité, c'est une association qui est en réalité une cellule secrète entre le chef d'établissement, ses acolytes dans l'établissement et une marionnette des parents qu'on peut manipuler n'importe comment. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous êtes président d'APEE et que vous essayez de lever la tête, il n'est pas sûr, le proviseur, le directeur et autres, on crée toujours une situation dans la mesure où on finit toujours par vous éjecter de votre poste. J'en connais, j'en ai participé à une élection, élection du bureau d'APE dans un lycée pas loin d'ici, dans un lycée classique, pour ne pas le nommer, lycée classique de Fumban. Et j'ai vu toute une mascarade qui était en train de se produire. C'est-à-dire il y avait déjà un candidat choisi par l'établissement, préparé d'avance, et on a tout fait pour éliminer les autres prétendants au poste. Il y a un candidat qui avait tellement de militants, on a tout fait, tellement de votants, on a tout fait pour l'écarter de la course présidentielle. Il y a des mèches. Je vous dis que l'APE exactement au Cameroun fonctionne comme les autres institutions du Cameroun, c'est-à-dire ça fait 40 ans d'inertie, ça fait 40 ans, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'APE au Cameroun? Absolument rien. Mais on voit certaines associations d'apparents d'élèves et enseignants qui construisent les écoles, qui payent les enseignants, tout ça. Effectivement, vous allez vous dire qu'on a construit une salle de classe, mais lorsqu'on a construit une salle de classe Béchir, combien de salles de classe ont été détournées entre-temps? Vous voyez plutôt la salle qu'on a construite, mais posez-vous la question, si on vous donne 10 000 d'investir, vous investissez 1000 francs. Et vous mettez 9 000 dans votre projet, est-ce qu'on va dire que vous avez investi? Non, les APE ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent exactement comme fonctionne le Cameroun, dans l'inertie, dans ce que le RDPC nous a imposé, c'est-à-dire chacun est président de la République chez soi. Le proviseur, il est là, il est président de la République dans son lycée, il décide de ce qu'il va faire. Nonobstant toutes les consignes, on se fiche carrément des tests. On n'applique pas le test. Chacun fait ce qu'il veut. Il suffit qu'il soit d'accord avec son intendant. Ce n'est pas pour attaquer l'intendant du lycée classique. Merci. Merci, alors, monsieur Mofou, vous êtes là pour le rassemblement démocratique camerounais. Il faut dire, comment comprendre alors la connivence entre certains chefs d'établissement avec le bureau exécutif de l'APE, malversation financière? Je vais arriver à cette question, mais je voudrais balayer d'un revers de main tout ce qui vient d'être dit ici. Pourquoi? Parce que c'est faux. D'accord. Alors pourquoi c'est faux? Les textes sont clairs là-dessus. D'abord, vous dites que l'État a démissionné carrément de ses responsabilités. L'État a abandonné l'éducation. Je vous dis non. Après l'ajustement structurel, l'État est revenu à consacrer la gratuité de l'école primaire. Allons voir sur le terrain s'il y a cette gratuité, monsieur. Ça se voit sur le terrain. Ce serait notre... Le test en est une chose, mais l'application, nous sommes d'accord. Je parle du haut de mon statut de directeur d'école. Il n'y a pas cette gratuité, mais au contraire, l'école est devenue plus chère. Je suis d'accord avec tous les autres sur le point que l'État a consacré la gratuité de l'école primaire. Les textes sont suffisamment clairs. Est-ce qu'elle est effective, cette gratuité? Est-ce que vous payez un franc de contribution exigible pour un élève?
est-ce que nous payons un frein de contribution? Est-ce que les parents payent pour leurs enfants? C'est la question qu'il faut se poser. Non, je veux dire. Est-ce que les parents payent pour leurs enfants? Non, est-ce que l'État du Cameroun, parce que quand l'État demande de payer, vous allez certainement payer dans les contributions exigibles. Ça veut dire que c'est ça l'État qui gère cet argent. Donc il y a plus de gratuité. Non, je veux donc dire qu'il y a gratuité à l'école primaire. Comment parler de gratuité Maintenant, lorsque les parents payent, souscrivent, tout ça? Je voulais vous dire, Allez-y. Puisque vous avez évoqué cet aspect. les parents ont compris que l'État seul ne peut plus assurer l'éducation de façon régalienne. Et écoutez, nous avons tous des enfants. Et nous voulons bien que nos enfants soient parmi les meilleurs de cette République. Et pour cela, nous nous disons qu'il faut leur donner tous les moyens nécessaires. Je dis tous les moyens, avec tout ce que nous connaissons, pour que cela soit facile. Vous arrivez dans une école primaire où les enfants prennent les enseignements à même le sol. L'État a envoyé quelques enseignants. L'État a envoyé un directeur qui se bat comme un beau diable. Votre enfant doit faire cette école. Vous voulez qu'il soit meilleur comme ceux qui sont à Yaoundé, qui ont un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous dites en tant que parent? Vous vous dites non. Il y a quand même quelque chose à faire pour cette école. C'est quand même notre école. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons créer une association parce que la loi nous le permet de créer une association de parents, d'élèves et enseignants pour pouvoir aider l'administration de l'école à aller même parfois au-delà des aspirations à elle insignées par l'administration. À ce moment, est-ce que le mot gratuit a tout son sens? C'est gratuit. La contribution que vous donnez, que les parents donnent, c'est dans les associations de parents d'élèves. L'État a consacré la gratuité, c'est clair. C'est pour ça que vous vous rendez compte que vous allez d'une école à une autre, le montant n'est plus le même. Les besoins définissent en réalité les contributions des uns et des autres. Et je voudrais vous dire qu'il y a même des écoles où des parents refusent même de contribuer et que d'autres contribuent à leur place parce qu'ils ont pour souci de faire fonctionner l'école dans laquelle fréquentent leurs enfants. Il faut le faire. Ne vous souciez pas seulement de ces gens qui ne contribuent pas, mais souciez-vous également de ceux qui donnent, qui font même des dons à l'école pour que l'école fonctionne. Vous pensez que le gamin qui est en train de tuer quelque part là, mais il tue simplement parce qu'il n'a pas été éduqué. Ou alors s'il a été éduqué, il n'a pas reçu une éducation de qualité. Et nous avons le devoir de nous rendre compte que lorsque chez le voisin brûle, il faut bien qu'on mouille notre barbe en attendant. Une façon impossible de reconnaître que l'État a abdiqué. L'État n'a pas abdiqué. L'État met les moyens nécessaires. D'ailleurs, ceux qui sont dans ce secteur savent quels sont les gros moyens que l'État met dans ce secteur. Ce n'est pas pour une raison que quelqu'un viendra dire que l'État a abandonné pratiquement le secteur. Jamais. Je vous dis jamais. Et vous allez voir que lorsque vous partez d'une école à une autre, une école qui a déjà un certain nombre d'infrastructures va vous dire que nous, pour être ici, on a besoin de 2000 francs. L'État nous a envoyé, par exemple, on n'a que 2 enseignants qui sont pris en charge par l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de 6 enseignants, par exemple. On fait comment? Donc il y a 4 qui doivent être pris en charge par les parents d'élèves à travers les associations. Qu'est-ce qu'on fait? Combien est-ce qu'on doit contribuer? C'est des choses qui doivent se débattre dans le cadre des associations des parents, dans le cadre des assemblées générales. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les gens ne le savent pas. Et ils ont l'impression que on se réveille un matin et on fixe les montants à payer comme cela. D'accord. Monsieur Jourdan, vous essayez de prendre la parole là. Je vais vous poser la question directement. Comment comprendre les connivences entre certains chefs d'établissement et certains... Je reviendrai certainement. Vous allez revenir. Vous allez revenir. D'accord. Oui, monsieur Jourdan. Je vais d'abord dire que l'État peut financer l'éducation au Cameroun. Est-ce que le mot gratuit existe? Si monsieur le mot gratuit n'existe pas. Et les parents payent. Ça n'existe pas. Regardez, par exemple, à l'école annexe, l'école d'application, où il y a le Fumba, où il y a toutes les classes sont là, on a des maîtres d'application, et il y a encore des frais d'APE là-bas. Comment comprendre cela? Et l'État peut, je peux vous
démontrer comment l'État peut financer l'éducation au Cameroun. Les écoles d'application, vous allez vous rendre compte qu'il y a le maître des parents. Alors c'est une incongruité parce que il ne devrait pas y avoir des maîtres de parents dans les écoles d'application. Non, Monsieur Moko, c'est une incongruité. Normalement, il ne devrait pas avoir c'est des maîtres d'application. D'accord. C'est des maîtres d'application que on est déjà au quartier pour venir enseigner dans une école d'application. Alors je disais que l'État peut financer l'éducation au Cameroun de manière simple. Peut ou doit? Doit et peut. L'État continue à financer l'éducation au Cameroun. Et mal, parce que tout à l'heure, l'éducation au Cameroun... Monsieur Moko, laissez Junda avoir la parole. Vous allez revenir, s'il vous plaît. Vous allez revenir. Je vous ai laissé Monsieur Junda, allez-y. Monsieur Moko, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Moko. Vous savez pas. Je vous ai laissé parler. Monsieur Moko, vous allez prendre la parole. Ayez la politesse. Nous sommes polis. J'ai été très poli en vous écoutant. Notez ça, vous allez prendre la parole. J'ai dit que l'État peut financer. Oui, effectivement. D'accord, merci. L'État peut. Voyez-vous, les médias publics sont financés par vous et moi. Il y a la redevance audiovisuelle. Et pourtant, nous ne consommons pas ces médias, ces produits. Moi, je les consomme. Effectivement, toi, je le vois. Et dernièrement, il y a eu une redevance qu'on devrait prendre dans les transactions douanières pour financer l'enlèvement des ordures ménagères. Pourquoi ne pas avoir une redevance pour le développement de l'éducation au Cameroun? Si un Camerounais, on prélevait pour chez chaque Camerounais une somme de 100 francs, pouvait financer et on devait enlever et l'État devrait prendre sa fonction régalienne qu'est l'éducation. Parce que le problème d'APE ici, même dans les établissements privés, on a l'APE. C'est une incongruité. Dans les établissements où on ne peut pas... Pourquoi c'est une incongruité? C'est une incongruité. Parce que d'abord, on a la gestion des choses et puis non, c'est une incongruité. C'est une incongruité. Dites-moi plutôt que l'argent qu'il paye peut-être peut être une incongruité. Oui. Mais on ne peut pas éduquer votre enfant sans vous quand même. Oui, là d'accord. Oui. Moi je... l'argent. Sans argent. Conteste. Je ne chute pas. Je ne chute pas. Parce que... Non, je ne chute pas. Répondez à ma question directement. Je ne chute pas. Répondez à ma question directement. Je voudrais simplement dire que, s'il vous plaît, nous sommes ici. Tout à l'heure, M. Moukou a dit que nous sommes dans un débat citoyen. Oui. Et nous sommes ici en train de proposer. Nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes des forces de proposition. Nous proposons à ceux qui ont fait 40 ans d'inertie. Ça, c'était un mot du président de la République. Il a dit que mon parti et moi, nous avons fait 40 ans d'inertie. Alors, monsieur le président de la République, vous avez fait 40 ans d'inertie. Tu as une occasion de dire 40 ans d'inertie. Oui, effectivement, voilà l'occasion d'aujourd'hui. Voilà 40 ans d'inertie. Monsieur le président de la République, comme il y a la redevance audiovisuelle, essayons d'introduire, voilà une proposition de l'Union démocratique du Cameroun, parce que nous sommes un laboratoire d'idées, nous proposons au président de la République de faire une redevance au développement de l'éducation. Voyez-vous, monsieur Béchir, je vais vous prendre un exemple simple. Il y a eu les fameux bébés, les fameux ordinateurs. Au Sénégal, le pays où a enterré le président Aïdjo, au Sénégal, on a construit une université à 70 milliards sur 40 hectares. Au Cameroun, on s'est endetté pour 75 milliards pour acheter des ordinateurs. Des jouets. Alors, vous voyez comment l'argent du Cameroun est dilapidé. Monsieur Béchir, chers téléspectateurs, voilà 3 000 milliards qui viennent d'être dilapidés pour une compétition d'1 mois. Et 3 000 milliards ont été détournés par ceux qui ont fait 40 ans d'inertie. Alors avec ces 3 000 milliards, on ne pouvait pas financer l'éducation au Camerounais. Oui, avec ces 3 000 milliards, on pouvait bien financer et laisser les parents d'élèves qui n'ont même pas, qui tirent le diable par la queue. Regardez ce que endurent nos parents. Et vous voyez que les frais d'APE, c'est souvent les 3 quarts d'une pension des frais de scolarité dans un établissement privé. Quand l'APE, c'est à 35 000 francs, Mohamed.
et que la pension dans un établissement privé, c'est 56 000 francs. Vaudrait mieux aller dans un établissement privé. Les plans, la Banque mondiale et le FMI ont, de manière ciblée, privatisé l'éducation qui devait être une affaire de l'État. Donc c'est pourquoi nous disons que l'État a abdiqué. Et l'État peut. L'État a des moyens. Regardez avec le problème d'enlèvement des ordures. Ils ont trouvé une piste. Voilà ce que nous proposons. Parce que nous ne sommes pas de l'opposition, nous proposons à l'État d'instaurer une redevance au développement de l'éducation. Vous allez voir, ça va marcher. D'accord. Il y a la redevance audiovisuelle. D'accord. Avec une télévision qui ne satisfait pas les Camerounais. Monsieur Kema, vous prenez la parole. Monsieur Kema, vous prenez la parole. Revenons sur le thème. Revenons sur le thème. Comment comprendre la malversation économique et financière des APE, complicité avec parfois certains chefs d'établissement? Un professeur, en tant que conseiller technique, un directeur d'école de 16, de 7 en tant que conseiller technique, devient souvent président d'APE. Vous savez, l'éducation est la chose la plus importante dans un pays. Et force est de constater que ce n'est pas la priorité de ceux qui nous gouvernent. Parce qu'il faudrait qu'une chose soit une priorité pour que vous mettiez un peu plus d'énergie là-dedans. D'ailleurs, il a fallu 22 ans avant que le chef de l'État apparaisse et soit ambitieux. C'est l'ambition qui amène quelqu'un au pouvoir. Mais c'est en 2004, soit 22 ans de pouvoir, qu'il a pensé à être ambitieux et qu'il a commencé à parler du Cameroun, des grandes ambitions, des grandes réalisations et des grandes... Je pense que nous avons vu, nous tous, où ces réalisations, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enseignants. Je vais revenir au propos de mon co-ministre, M. Jondam. En répondant à ma question. En répondant à votre question, lorsque vous voyez un secteur aussi prioritaire comme l'éducation, qui est géré par les bailleurs de fonds, je veux vous dire que c'est la Banque mondiale qui gère l'éducation de base à travers le PAREC. C'est la Banque mondiale qui recrute les enseignants. C'est la Banque mondiale qui fournit le manuel scolaire. Que fait l'État en ce moment? Il a abdiqué. Que fait l'État lorsque c'est la Banque mondiale qui fournit? Maintenant, lorsque la Banque mondiale fournit, il y a des bailleurs de fonds. Par conséquent, ils vous imposent un programme. Ne soyez donc pas surpris que dans nos manuels scolaires se retrouvent des trucs comme la homosexualité. C'est parce que ceux qui financent sont à l'extérieur. Par conséquent, nous sommes obligés. Revenons à votre question, mais les faits sont têtus. Lorsque nous sommes dans un pays qui est dirigé par des gens égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, d'abord la constitution des bureaux d'APE. Vous ne pouvez pas être un membre du bureau d'APE si vous n'êtes pas de connivence avec le chef d'établissement. Ça, c'est dans le cadre des enseignements secondaires. J'ai 2 enfants à l'école, au lycée. Maintenant, pour les écoles primaires, c'est d'abord une incongruité. Il ne devrait pas y avoir d'APE. D'ailleurs, l'APE à l'école primaire n'a pas un statut fixe, ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas, contrairement au lycée, où on peut chasser un enfant à cause des frais d'APE, on ne peut pas chasser un enfant à l'école primaire. Parce que l'école primaire est gratuite. Parce que, soi-disant, l'école primaire est gratuite. Revenons maintenant au propos du représentant de M. Mokou, le représentant du RDPC. Admettons que tous les parents se disent que l'école primaire est gratuite, à Manchayolo où je suis, et décident de ne pas payer. Parce que la gratuité de l'école est consacrée. Chaque parent décide de ne pas payer. Que ferais-je avec mes 222? En disant peut-être que l'éducation, c'est l'État garant. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 222 élèves? Je suis seul qui émarge au budget de l'État. Que ferais-je avec 222 élèves? D'ailleurs, ils ont dit qu'un directeur un enseignant peut gérer toute une école. C'est pour ça que même dans les établissements où il y a 500 élèves, ils s'arrangent même à ne pas envoyer un enseignant. Je connais un établissement dans Massangam qui a 500 élèves et qui n'a pas un enseignant de l'État. C'est toujours les maîtres parents. Mais autant mieux créer un cadre juridique qui voudrait que les écoles publiques soient gérées par les parents. Là, ça s'entend. Que de toujours vouloir, et c'est ça le point fort du RDPC, recorder oui, non pas s'aimer. C'est du vol, monsieur Mokou. En répondant à ma question. En répondant à votre question, un professeur ou directeur qui s'ingère dans les affaires de l'APE sur le plan pratique. Les tests sont d'abord flous. Oui. Je vous ai dit que pour être... D'ailleurs, n'en parlons pas de ça à l'école primaire. On ne devrait pas parler d'APE à l'école primaire, puisqu'on parle de gratuité. D'abord, c'est pour dire que les tests qui régissent l'APE à l'école primaire sont des tests illégaux.
Puisqu'on ne peut pas à la fois avoir gratuité et de l'autre côté on doit payer l'argent. Ce sont des tests illégaux. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, Ils enfreignent la loi. ils enfreignent la loi. Oh là là. On enfreint la loi. Donc pour dire que c'est normal qu'un proviseur s'ingère dans la gestion de l'APE. Dire qu'un proviseur s'ingère, le proviseur, C'est votre conclusion. automatiquement il est le conseiller. On dit c'est Conseiller le technicien, c'est le conseiller technique. Mais dans la pratique, il va au-delà du simple conseil technique. C'est-à-dire lui et son intendant s'arrogent tous les pouvoirs. Vous précisez son intendant. Et son intendant, puisque ces deux-là marchent, si vous arrivez dans un lycée et vous constatez que le proviseur s'entend beaucoup avec son intendant, sachez qu'il y a du vol là-bas. D'accord, merci, chers téléspectateurs. Vous pouvez réagir par SMS ou par WhatsApp à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran télévisé. Nous parlons bien sûr de la rentrée scolaire 2023-2024. On va faire un dernier tour de table par rapport à cette thématique. Pourquoi pas Monsieur Mokour, soyons clairs. Depuis là, vous évitez mes questions. Les panélistes, vous évitez ma question. Comment comprendre? Je vais vous conter une anecdote. Un professeur qui envoie la convocation pour une réunion Assemblée générale de l'APE. Le proviseur, c'est lui-même qui donne au président de l'APE que bon, je te convoque pour la réunion de l'APE tel jour. Comment comprendre cela? Dans le décret du président de la République est là, il y a l'arrêté du ministre. Bien. Écoutez comment ça se passe. Parce que chacun peut dire ce qu'il pense. Donc le proviseur peut convoquer le président de l'APE pour l'Assemblée générale de l'APE. Non, le proviseur ne convoque pas le président de l'APE pour lui demander... Enfin, c'est pas le proviseur qui convoque. Mais on a vu ça dans certains établissements. Non, écoutez, quand il y a des situations compliquées, parce que quoi qu'on dise, le responsable de la structure, c'est le chef de l'établissement. Vous comprenez? Il est tout permis. Non, pas tout permis. Nous fonctionnons avec la loi. Que dit la loi? Quand vous avez accepté l'APE dans votre établissement, vous marchez, vous demandez, vous allez aller contre la loi parce que vous êtes dans votre structure. Non. Je dis que le proviseur a demandé de convoquer une assemblée générale. C'est de son droit de rappeler au président de l'APE, mais attention, à ce délai, on devrait avoir convoqué une assemblée générale. C'est son droit. C'est son droit. Mais il est le conseiller technique. D'accord. De lui dire, mais attention, on risque d'en faire dans la règle. Nous sommes pratiquement en fin d'année, il faut qu'il y ait une assemblée générale des parents d'élèves, quitte à vous de le convoquer. Vous pouvez fixer le jour. Non, il peut regardez, il ne fixe pas le jour lui-même. Quand il y a quand même, on travaille dans un... il ne faut pas que les gens disent n'importe quoi. Vous travaillez ensemble. Même ça peut être n'importe qui, c'est un collaborateur quand même. Vous ne pouvez pas venir lui dire, vous convoquez demain. Non, parce que vous êtes disponible. Vous lui dites plutôt, nous avons un délai. Et nos pièces périodiques doivent arriver quelque part. Parce que n'oubliez pas que l'argent que vous gérez, ce sont des biens publics. Et il y a un mécanisme pour pouvoir gérer et justifier de ce qu'on a fait des biens publics. Il y a un délai. Quand vous ne l'avez pas fait, même si vous êtes de bonne foi, on va vous traiter de mauvais gérant. Il faut le reconnaître. Donc c'est pour dire qu'il peut rester dans sa fonction technique, leur demander de dire, voilà, il faut tenir notre assemblée générale, tenez votre assemblée générale et puis rendez-nous compte, dites-nous ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce que nous pouvons à notre niveau faire pour que les structures soient là. Donc voilà le minimum. Mais maintenant... Parfois ils partent au-delà, ils s'extrapolent parfois leur conseil. Non, ils ne vont pas. Non, ils ne vont pas. C'est-à-dire le conseiller technique, d'abord un conseiller technique, quand vous êtes dans la structure, c'est lui qui sait le plus, qui est le mieux informé que tout le monde dans la structure, qu'est-ce qui fait problème. Vous dites bien le mieux? Oui. D'accord. Parce qu'il a d'autres collaborateurs. Et vous n'allez pas dire à un proviseur tout le temps, à quoi servirait donc par exemple les censeurs ou les suivants généraux? Il est là dans la coordination, mais il est le mieux informé. C'est lui qui détient le maximum d'informations et c'est lui qui a le calendrier de l'établissement. C'est comme nous appelons les pièces périodiques. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui pour vous dire à un moment donné, sachez qu'il nous reste un mois pour produire telle pièce. Donc battez-vous pour qu'il y ait assemblée générale. Mais j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire qu'il est venu, on ne lui a pas permis d'être... membre du bureau exécutif de l'APE. Non, les parents doivent d'abord retenir que tous sont membres de l'APE. Vous comprenez? Je voudrais qu'on me dise, qu'on soit d'accord ici que le combat, c'est le combat du bureau exécutif. Parce que nous sommes déjà tous, dès que vous avez un enfant dans un établissement, vous vous acquittez de tous, vous êtes d'office membre de l'APE. Mais qu'on dise aujourd'hui qu'on est à côté parce qu'on n'a pas fait ceci, on peut dire qu'on n'est pas membre du bureau exécutif. Ça, je peux comprendre. Qu'on n'a pas, mais moi je dis les bureaux exécutifs et les lois sont taillées sur mesure pour... Non, ce sont les mêmes lois, c'est-à-dire que c'est connu 2008
et autres là. À distance, on vous arrête. Tout est connu. D'ailleurs, je vais vous dire, je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu. On s'arrange à convoquer, à inviter l'autorité administrative qui vous frustre et menace de on va arriver sur les autorités administratives tout à l'heure. Ça c'est qui parfois des se présentent un peu, on va arriver tout à l'heure. Ça vous engage. Mais moi je vous dis ce qui doit être. Quand vous êtes... ce qui doit être. Puisque ça ne l'est pas. Puisque vous voulez juger, je vous dis ce qui doit être. Vous dites que ce sont les puisque ça ne l'est pas. Les sous-préfets qui viennent faire ceci. Moi je le administratif. Vous pouvez le faire. L'autorité administrative. Mais nous avons compris que c'est le sous-préfet. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Parce que c'est connu. Vous n'allez jamais voir le préfet aller à une occasion d'assemblée générale de ceci. C'est le chef d'État, c'est le sous-préfet qui vient. C'est pour ça que dès que vous parlez d'autorité administrative, immédiatement je pense au sous-préfet. Mais je voudrais vous dire de façon claire que chaque fois que vous avez un enfant dans un établissement, vous êtes tous membre de l'APEE, de cet établissement. Mais maintenant, comment faire pour être membre du bureau exécutif? Il y a un ensemble de conditions qu'il faut remplir. Voilà, c'est ça. Et les élections se déroulent devant tout le monde. C'est clair ça. Il a dit qu'il y a un ensemble de conditions. On se comprend. Quand je dis un ensemble de conditions, première condition, vous devez avoir un enfant dans cet établissement. Oui. Deux, un enfant régulièrement inscrit qui s'est acquitté de tous ses droits. Oui. Vous comprenez? Voilà le minimum de ce que je demande. Maintenant, autre condition et autre là, moi je dis c'est superflu. Vous pouvez choisir parce que pour être délégué, vous devez d'abord aller être voté à un premier niveau, comme délégué d'un niveau, avant de revenir dans la formation du bureau exécutif. C'est pour ça que je dis que c'est un mécanisme, il y a un ensemble de conditions. C'est de ça que je parle. Mais la première condition, c'est d'avoir un enfant régulièrement inscrit dans un établissement et être là présent. Voilà ce que je dis. Alors, monsieur je voudrais, vous avez posé la question, pourquoi les certains chefs d'établissement s'ingèrent dans la gestion financière des APEE? Parce qu'on a vu souvent... C'est simple. Il y a certains chefs trésoriers qui disent qu'ils ont investi pour être là où ils sont. C'est-à-dire? Ils ont investi pour être proviseur, pour être directeur, alors... Il doit avoir des retombées. Lorsqu'on investit, c'est pour avoir des retombées. Investir comment? On a investi intellectuellement, financièrement, pour être proviseur. Et ça, c'est suffisant pour que le président de l'APE ait les fonds pour donner. Oui, c'est suffisant. Oui. Ça c'est. Et voilà cette connivence-là. Et même le qu'ils sont comptables, ceux qui sont comptables après tout c'est mon établissement. Et pourtant, les tests pas de conseil technique. Et même le président de l'APE a investi pour être là. Parce que pour tout à l'heure on parlait des autorités administratives qui viennent souvent imposer. Parce qu'il y a des conditions, comme on l'a dit ici, il y a des conditions pour être, il faut monter patte blanche avant d'être président de l'APE. Je vous compte cette année. Donc nous avons été stupéfaits de savoir qu'une autorité administrative arrive lors du réunion à l'Assemblée générale de l'APE et se substitue en président de l'APE. Et pourtant les tests ne le permettent pas. Oui, il est là seulement pour voir. C'est-à-dire le président de la réunion, pourtant le président est là. Il faut témoin qu'il soit là. Il faut s'assurer. Et pourtant, il est là d'après les tests. Je voudrais dire sans pour autant être autorité administrative, très rapidement, dans la régularisation, dans le maintien de l'ordre public, le sous-préfet est capable de mettre fin ou de surseoir aux activités de l'APE, justement quand il se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, qui ne respectent pas la légalité. Mais quand l'autorité arrive et préside directement la réunion, et pourtant les tests parlent d'observateurs. L'autorité administrative observateur. Non, il est observateur. En tout cas, ce sont les tests. Ce sont les tests. Non, il est observateur, il met de l'ordre. Ce sont les tests. Je vais vous dire qui organise les élections. Je vous pose une question. En tout cas, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Allez-y. C'est pas pourquoi je pose la question. Allez-y. Quand vous venez à une assemblée générale de l'APE, qui préside en réalité? C'est l'autorité administrative. C'est pas le président de l'APE. Parce que le président de l'APE, à ce moment-là, s'il est candidat, si elle est élective, et quand le bureau il s'assoit, le président de l'APE, s'il est président, il s'assoit, il définit un certain nombre de choses, il parle de son bilan. Mais si c'est une assemblée élective, ça c'est autre chose. Parce que vous ne pouvez pas être arbitre, juge et quand le président est déjà président. Non, quand il est président, non, dès qu'il est président, c'est lui le président. Mais on voit souvent
L'autorité administrative doit simplement s'assurer que cela se fait selon les règles de l'art, c'est tout. Est-ce que vous avez que l'autorité administrative préside une réunion de l'APE? Qui très souvent sont... Moi je dis, quand vous dites vous les accusez, je suis inquiet. Parce que rarement il vient qu'ils envoient des représentants. Effectivement. Mais je voudrais qu'on me donne un établissement Là où c'est jeté, ils sont toujours présents. le chef d'État ou le sous-préfet. En tout cas, on va... Je serai très content. Là où c'est Monsieur Kema, allez-y. Rapidement, on va sortir avec cette première thématique. Qu'est-ce que vous pensez au PCRN? Qu'est-ce qu'on doit faire véritablement pour que l'APE marche cette année? Quand il dit marche, suivez mon regard. En fait, je suis toujours peiné lorsque je dois donner un avis pour que les choses marchent. Qu'est-ce qu'on pense au PCN? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'amélioration? Effectivement, c'est ça que je dis, que je suis toujours peiné. Pourquoi? Lorsqu'on me pose une question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Parce que depuis 40 ans, ce n'est pas les idées pour que ça marche qui manquent. On a toujours donné les idées, mais ça n'a jamais marché. La seule solution c'est pour que ça marche, c'est que ceux qui sont là dégagent. Lorsqu'ils dégageront, les choses marcheront d'elles-mêmes. Vous allez le constater. Donc vous pensez qu'on doit laisser le Cameroun en attendant? Non, pas qu'on doit laisser le Cameroun en attendant. C'est-à-dire les Camerounais, pas que le PCRN. Lorsque nous parlons de l'alternance, l'alternance peut se faire sans le PCRN. Le PCRN peut accompagner notre formation politique. Nous savons comme le RDPC. Non, pas le RDPC. D'accord. Votre précédent qui est allez-y. Nous connaissons contre qui on ne doit pas voter. Nous connaissons celui qui a mis le Cameroun à genoux. C'est le RDPC. C'est le RDPC qu'il faut combattre par tous les moyens. D'accord. Les moyens légaux. Je précise bien. Merci. Parce que nous sommes un parti républicain, nous sommes un parti citoyen et nous n'emprunterons jamais la voie qui n'est pas normale. D'accord. Donc nous pensons que dire que c'est les choses, si le RDPC peut avoir un sursaut d'orgueil pour le peu de temps qu'il leur reste, 2 ans, de ramener au moins, d'appliquer au moins les tests pendant les 2 ans pour que l'histoire retienne au moins que pendant les 2 dernières années de... Il leur reste 2 ans. Oui, d'accord. Pour que l'histoire retienne que pendant leurs 2 dernières années de règne, il faut parler de règne, de leur long règne, ils ont quand même fait telle ou telle chose. Je pense que ça sera à mettre à leur crédit. D'accord. Je vous le dis. Vous terminez par là? Après, je suis sûr qu'après 2025, non seulement on ne parlera pas du RDPC au pouvoir, mais on ne parlera pas tout simplement du RDPC, parce que c'est un parti qui va expliquer. D'accord, merci. Monsieur Joudam, qu'est-ce que vous préconisez à l'Union démocratique du peuple camerounais? Les professeurs qui parfois les tests disent, ils ont 4 heures de cours hebdomadaires. Beaucoup de chefs d'État au Cameroun n'enseignent pas. Alors qu'est-ce que l'UDC préconise dans tout sens là, la rentrée scolaire 2023-2024, qu'est-ce qu'on doit faire véritablement? Comme M. Kemayo, je dirais que tout à l'heure M. Moukou a dit que c'est eux qui ont apporté la démocratie au Cameroun. Et pourtant il y a eu des marches, des pontes du RDPC contre cette démocratie. Et je sens que comme ils n'ont pas l'esprit démocratique, je peux leur dire de bannir les APEE et financer autrement l'éducation, parce que ce qui vient de l'extérieur ne sied pas, ne corrobore pas avec notre façon de faire, avec la réalité du terrain. À mon avis, il faut avoir une redevance au développement de l'éducation au Cameroun, prélevée au niveau du trésor public. Prélevé au niveau du trésor public et géré par là, et l'APE, si l'APE existe, bien seulement là pour voir comment les enfants vivent dans notre établissement. Est-ce qu'il y a la cantine? Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Et de voir les conformités. Est-ce que les enseignants sont là? Mais pour le financement de l'éducation du Cameroun, il faut que les parents d'élèves, qu'on associe plus les parents d'élèves au financement de l'éducation. Il faut rappeler que les mairies prennent aussi, les communes prennent en charge tout à fait, le salaire des enseignants. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que l'UDC préconise? L'UDC préconise l'application des textes. D'accord. Parce que là, il faut rétrocéder les ressources humaines et les ressources financières aux mairies afin qu'on essaie de mettre cela en application. Parce que jusqu'aujourd'hui, ces ressources
ces compétences ne sont pas totalement, effectivement, transférées. D'accord, je vous pose une dernière question pour sortir. S'il arrivait que vous deviendrez chef d'établissement, est-ce que vous allez dispenser 4 heures de cours hebdomadaires? Effectivement, parce que le directeur... Mais vous savez que beaucoup ne le font pas. Oui, effectivement, c'est un tort. C'est un tort. D'accord. Ils ont oublié qu'ils sont d'abord enseignants. D'accord. Même ceux qui le font même demandent parfois de la rétribution auprès de l'APE. Vous voyez, c'est parce qu'ils sont moulés 40 ans durant à cette façon de faire. Merci. Monsieur Mokou, on sort là avec la première thématique. Qu'est-ce que le RDPC compte faire pour que cette rentrée... Je voudrais dire que rapidement. Je suis un enseignant et je suis un enseignant et à côté de cette responsabilité-là, je suis agent financier. Je pouvais prendre chacun au défi ici de me montrer que je n'ai pas d'emploi de temps. Je dispense 6 heures d'enseignement par semaine. D'accord. Bravo. Et je suis dans un établissement où même le chef d'établissement effectivement couvre exactement 16 heures. C'est vrai. Donc, je voudrais dire aux parents qui nous écoutent, parce que ce sont eux qui m'intéressent, qu'ils ne doivent pas jeter l'éducation de leurs enfants en pâture. D'accord. À l'État, Il faut investir, il faut aider l'État à mieux encadrer. Si l'État les aide aussi. Il faut aider l'État à mieux encadrer nos enfants. D'accord. Les APEE existent et jouent un rôle incommensurable. On ne peut pas décrire. Que ce soit à Fumban, que ce soit dans les autres arrondissements, que ce soit partout au Cameroun, je vous assure que les APE mettent la main à la pâte et c'est ce qui permet à l'établissement de fonctionner. D'accord. Je voudrais prendre un exemple. On sort par là. Vous arrivez dans un établissement d'enseignement secondaire où vous avez au moins 50 enseignants qui sont pris en charge par les frais d'APE. On pourrait financer ça autrement. Je vous assure. On pourrait le faire autrement. Monsieur Joudom, ce qui fait... On peut le faire autrement. Monsieur Joudom, allez-y rapidement, monsieur Mokou. S'il vous plaît, on sort avec la première thématique. On va... Allez-y rapidement. S'il vous plaît, laissez qu'il finisse. Monsieur Mokou, très Je rapide. voudrais dire que ce sont les parents qui prennent ces enseignants-là en charge. On ne peut pas balayer dans leur revers de main le rôle primordial que jouent ses parents. D'accord. Voilà qu'on est en train d'accuser les parents qui ne payent pas. Merci, on va sortir. Monsieur Joudom, monsieur Joudom, s'il vous plaît. Vous dites, vous deux, pratiquez la même chose. Allez-y. Allez-y, très rapidement. Allez-y. Vous finissez. Acceptez quand même que j'apporte 30 secondes. Effectivement, je voudrais dire que les parents doivent continuer à soutenir comme ils le font. À souffrir. Et ils doivent également assister ou participer aux réunions d'APEE. L'éducation, l'APE, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut être là, il faut répondre aux réunions, il faut être là, il faut savoir comment votre enfant se comporte. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Comment avec l'école on peut... Comment est-ce qu'on peut faire? Nous le faisons. D'accord. Pourquoi vous dites ça? Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que l'argent. Si vous n'êtes pas sérieux, il y en a quand même qui le sont encore. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons sortir avec cette première thématique. Ça n'a pas été facile, mesdames, messieurs. On va prendre un verre d'eau, le temps pour nous de revenir aborder la deuxième thématique. On va parler bien sûr du mariage précoce dans le monde, dans la société. Mesdames, messieurs, on respire un tout petit peu et on revient après.
aborder la deuxième thématique de l'émission Grand débat du 20 août de l'an de grâce 2023. Cette fois-là, nous abordons un fait de société, mariage précoce dans notre société. Trop de questions se posent, on ne sait pas qu'est-ce qui cause problème. C'est l'âge, c'est l'immaturité, c'est le mot précoce. Finalement, on se pose phénomène ou fléau. Le mariage précoce dans nos sociétés et dans le Nord, dans le Grand Nord, dans les zones fortement musulmanes, permettez-moi l'expression, et sûrement on se voit à un certain niveau que les enfants précocement aillent en mariage, partent en mariage, et le problème qui nous intéresse, est-ce que c'est l'âge qui fait problème ou c'est l'immaturité? Prenons un exemple très simple, mesdames et messieurs les spectateurs, une jeune fille qui a 18 ans et qui sait bien s'occuper, qui a 16 ans j'allais dire, qui sait bien s'occuper, qui connaît les principes ou encore les devoirs matrimoniaux, et celle-là qui a 30 ans et qui ne connaît rien du mariage entre les deux, qui qualifie de fille en mariage précoce. Certainement, nos invités vont nous dire de plus beaucoup de choses dessus. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette fois-là avec M. Kemayo du PCRN, Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale. M. Kemayo, mariage précoce dans notre société, fléau, phénomène. Oui, monsieur, il faut déjà dire que la précocité doit d'abord être définie en fonction d'une société. Ce qui est précoce ici n'est forcément pas précoce ailleurs. Donc c'est d'abord le paramètre que nous devons mettre sur la table et définir peut-être la précocité d'abord suivant une société ou peut-être selon les lois. Qu'est-ce que prévoit la loi de la République du Cameroun par rapport au mariage? Comment définit-on le mariage précoce? Bon, c'est ça que j'ai dit, que ça se définit peut-être en fonction d'une société. Est-ce que, ou suivant une croyance, est-ce que ce qui est précoce chez le Bamoun ou chez le musulman n'est forcément pas précoce ailleurs? Donc c'est ces paramètres-là que nous devons mettre sur la table afin de dégager un argument conséquent. On ne peut pas parler de précocité. Vous allez dire qu'une fille qui se marie à 16 ans, c'est précoce. Mais ailleurs, 16 ans, c'est déjà l'extrême. Donc il faut d'abord que nous tombions d'accord sur ce que nous devons entendre, ce que nous mettons dans précocité avant de parler de mariage. Alors si on vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à envoyer votre fille en mariage à l'âge de 14 ans? Êtes-vous pour ou contre ce principe matrimonial? En réalité, je pense que tout dépend de la physiologie. Nous n'avons pas la même physiologie. Il y a un enfant peut avoir même 15 ans, mais à côté d'un autre qui a 9 ans, vous pensez que celle qui a 9 ans est plutôt l'aînée de la fille de 15 ans. Vous voulez dire que vous êtes pour? Je veux dire que tout dépend de la physiologie. Si l'enfant, à partir de 14 ans, physiquement et a déjà les aptitudes pour tenir un foyer, pourquoi passer ma position? D'accord. Même la Monsieur Jouda, vous avez la parole. Pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord définir ce qu'on met dans précocité? Donc si on comprend bien. Précocité en fonction des us et coutumes ou précocité en fonction de la loi. D'accord. Monsieur Jouda, mariage précoce dans nos sociétés, comment définissez-vous le mariage précoce? Effectivement, je vais embrayer avec Kemayo en disant que sous quel prisme est-ce qu'on essaie de voir le mariage précoce? Comment définissez-vous ce mariage? Est-ce que c'est avec les lunettes des Occidentaux ou bien avec les lunettes d'Africains que nous sommes ou bien de musulmans ou de chrétiens que nous sommes? Alors, si c'est avec le prisme ou bien avec les lentilles de la mondialisation, on va dire que un enfant qui a 14 ans c'est un mariage précoce. Est-ce que c'est toujours les filles? On parle de précocité ou bien chez les garçons aussi on parle de précocité. Alors c'est pourquoi je rejoins M. Kemayou, parce que la précocité peut être sur le plan de la maturité. Est-ce que vous avez bien fait dans vos propos liminaires disant que on peut avoir une fille à 18 ans déjà aguerrie, initiée par sa maman au mariage, et une fille à 30 ans qui n'a pas été initiée, qui a la précocité ici? C'est celle qui a 30 ans et qui ne connaît pas les rouages du mariage. Parce que le mariage, c'est pas une mauvaise chose en tant que telle, c'est une institution. Et c'est pas le mariage qu'on construit un pays. C'est pourquoi, tout à l'heure, M. Moukoua fait allusion à l'âge qu'il est interdit au Cameroun
de se marier à l'âge de 14 ans. C'est pourquoi nous, à l'UDC, nous voudrons qu'on essaie de revoir encore le code de la famille. Parce que le code de la famille au Cameroun est flou. Le code de la famille au Cameroun est calqué sur le code des autres. Êtes-vous prêt à envoyer votre fille qui a 15 ans en mariage? Alors, c'est pas un problème. Même si c'est un problème personnel, je suis prêt. Est-ce qu'on peut célébrer ce genre de mariage dans nos communes? Non. D'accord. Donc, parce que la loi l'interdit. D'accord. C'est pourquoi je vous ai dit que ça dépend des lunettes qu'on a portées pour essayer de parler, pour interpréter le mariage précoce. Est-ce que c'est sur le plan légal? Est-ce que c'est sur le plan des coutumes? Est-ce que c'est sur le plan religieux? Est-ce que c'est sur le plan de l'Africain que je suis? D'accord. Parce qu'il y avait une certaine initiation chez nous les Africains avant d'aborder le mariage. Parce que la maman a eu une certaine période, quand la maman voyait déjà que l'enfant a déjà ses menstrues, alors commençait déjà l'initiation au mariage. Monsieur Mokour, vous allez prendre la parole, certainement. Comment comprenez-vous le mariage précoce, sens légal, sens coutumier, traditionnel, religieux? Comment comprenez-vous mariage précoce? Comment le définissez-vous? Non, moi je pense que si vous définissez déjà le mariage, vous avez demandé, vous avez posé tout à l'heure la question de savoir si c'est un phénomène ou un fléau. Ou alors c'est un fléau. Ça veut dire que c'est un problème, dans tous les cas. Oui. Alors, mariage précoce, au-delà de tout ce qui vient d'être dit ici, je voudrais aller droit au but. Pour dire que lorsque vous avez envoyé une fille en mariage à 15 ans, à un monsieur qui a même 18 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, c'est un mariage précoce au point de vue de la loi, c'est connu. Oui, qu'est-ce que dit le dictionnaire? Le dictionnaire est assez clair là-dessus. Le mariage est précoce lorsque la jeune fille n'a pas encore la maturité physique et intellectuelle. Elle est immature. Donc lorsque vous envoyez une jeune fille immature en mariage, il s'agit véritablement d'un mariage. Et l'immaturité cause problème au niveau de l'âge ou au niveau, je ne sais pas, des compétences matérielles? Je dis, c'est un ensemble. Ça peut être au niveau de l'âge, ça peut être au niveau du physique. Parce que dites-vous que quand vous avez pris une fille en mariage, la suite est évidente. Oui. Pour ceux qui sont africains comme moi, ils savent bien que lorsqu'on vous a envoyé une jeune fille en mariage, après 2, 3, 4 mois, il y a quelque chose qu'on vérifie. C'est-à-dire on veut s'assurer qu'elle soit tombée déjà enceinte. Est-ce qu'elle a ses aptitudes physiques à pouvoir conserver ou à garder une grossesse? Est-ce qu'elle peut véritablement, même si elle réussit à garder par quelques alchimies que ce soit, est-ce qu'elle est capable d'accoucher de façon normale? Est-ce que sa vie n'est pas un risque finalement à cause de ce mariage précoce? Je crois que à ce sujet, on peut couper court. Le mariage précoce, il faut absolument le combattre. Il faut combattre. Vous êtes contre? Vous ne voyez pas en train d'envoyer votre fille à l'âge de 15 ans? Je ne peux pas, je ne la vois pas. Qu'elle soit mature, qu'elle soit physiquement apte, je ne peux même pas, je n'accepte pas. Pourquoi? Pour des raisons qui dépendent de moi. D'abord, il ne suffit pas d'avoir 18 ans ou d'avoir 20 ans pour être mature quand même. Je connais des jeunes filles de plus de 25 ans. De 30 ans même. Qui maîtrisent pratiquement toutes les règles de calcul pour ne pas tomber enceinte, mais qui vous surprennent à un moment donné à venir vous parler d'une grossesse indésirable. Alors qu'il y a une autre qui est autour de 20 ans, mais qui ne vous parle jamais de grossesse indésirable, alors que vous savez qu'elle est sexuellement active. Vous voyez un peu? Ça veut dire que l'âge ne suffit pas. Mais moi, je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est la maturité intellectuelle à côté de cette maturité physique. Envoyer une jeune fille, parfois parce qu'on estime qu'elle est suffisamment sexuellement active et que pour limiter les dégâts, il faut l'envoyer au premier venu. Je dis, je suis contre ça, je préfère encore la conserver avec moi. D'accord. Monsieur Kemayo, est-ce que vous pensez que le mariage précoce sera en train de résoudre un certain nombre de problèmes dans la société? Beaucoup vont penser que ce mariage précoce est une façon peut-être de limiter le taux de prolifération de la prostitution, de beaucoup de choses venant de la femme. Je pense une femme qui déjà voit trop d'hommes, certains parents disent il est mieux qu'elle parte. En fait, nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur ce que nous mettons dans précocité. C'est toujours ça le nœud du problème. Parce que je veux dire qu'il y a plusieurs types de maturité. Il y a la maturité juridique, à quel âge on répond de ses actes. Il y a la maturité nuptiale, à quel âge on peut aller... Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous pouvez envoyer votre fille. J'en viens. Il y a la maturité physiologique, c'est-à-dire à quel moment le corps peut répondre aux exigences du mariage.
par exemple, si déjà le corps peut répondre aux exigences du mariage, et vous savez, il y a même 12 ans. Même à moins de 12 ans. Vous l'envoyez parce que physiologiquement ça Écoutez. Allez-y. La maturité va d'une personne à l'autre. C'est inhérent au corps. Oui. Ce n'est pas un fait. On dit que la fille atteint la puberté entre 9 ans et 16 ans. Vous comprenez? Entre 9 ans et 16 ans. Mais celle qui a eu ses premières... Maturité. Je dis que la fille atteint la puberté. Voilà, je suis d'accord. Entre 9 ans Parce que et 16 ans. c'était pas Je parle de la puberté. Mais une fille qui a atteint qui a eu la puberté à 9 ans, et que vous constatez qu'elle ne peut pas tenir 5 ans sans vous apporter un enfant indésiré à la maison, et qui a une possibilité de l'envoyer en mariage, je pense que le mariage est un moindre mal que de vous apporter Monsieur Kemayo, est-ce que vous pensez qu'à 11 ans la fille peut aller en mariage, quel qu'en soit la... Si physiquement, ce n'est pas l'âge qui compte pour moi, monsieur Béchir, c'est le physique qui compte. Oui. Si physiquement elle est apte à le faire, elle est apte à tenir un foyer, mais pourquoi ne pas l'envoyer? Est-ce qu'alors la loi camerounaise... Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'on devrait s'entendre sur de quelle précocité on parlait. Au regard de la loi, c'est interdit. La fille ne peut pas aller en mariage tôt. Donc, si vous voulez qu'on recentre le débat et qu'on ne parle que de la précocité selon la loi. Non, mais pas du tout. Voilà, si vous voulez qu'on ne parle que de la précocité selon la loi, je vous dirais que ce n'est qu'à 18 ans que la fille peut aller en mariage. Mais celle qui a atteint la puberté à 9 ans et qu'on doit attendre 9 ans plus tard pour l'envoyer en mariage, c'est beaucoup d'eau va couler sous le pont. Entre deux problèmes, je pense qu'il est mieux pour nous de prendre le moindre mal. C'est pour ça que la communauté éducative doit exister et avec les APEE. D'accord. Je vous comprends. Vous savez, notre corps fonctionne comme une machine. À un moment, le corps réclame ce qui lui revient de droit. Vous n'allez pas interdire à une fille qui a atteint la puberté à 9 ans de faire 9 ans autre année de chasteté pour aller en mariage, puisque la consommation du mariage normalement devrait se faire dans un foyer. Ça c'est quel plan? Monsieur beaucoup. Allez-y. Si le corps exige la satisfaction, si le corps exige, ce n'est pas un fait commun à tous les corps. Une fille peut atteindre la puberté à 9 ans et attendre même 10 autres années, 15 autres années. Mais une autre ne peut pas patienter pendant 2 ans. Mais pourquoi l'embrigader sous le prisme de la loi et qu'elle attende atteindre la... Alors, retire d'une institution scolaire et on l'envoie en mariage. Pas qu'on la retire. J'ai dit ceci. C'est ce que vous pensez? Non. Je ne pense pas qu'il faudrait... Si à 11 ans, c'est possible qu'elle aille en mariage. Si à 11 ans, elle n'a pas les aptitudes. Elle n'a pas les aptitudes. Comment on va l'envoyer en mariage? Quelle aptitude? Que ce soit l'aptitude d'aller à l'école. Parce qu'il y a des... Monsieur Kemayo, celui qui parle. Une fille peut avoir, prenons le cas d'une fille qui a 11 ans, qui a 12 ans. Qui est au coup moins de ou en 6e. Qui est au coup moins de qui est en 6e. Et qui physiquement est prête. Lorsque vous voyez son physique, elle est prête. Et qui ne veut pas aller à l'école. Et si elle veut? Mais si elle veut aller à l'école, à ce moment, son corps a besoin. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si son corps a besoin, qu'est-ce qu'elle doit faire? On va gérer ça comment? C'est votre fille. Si, écoute, je prends mon cas. Si ma fille est dans cette situation, elle a besoin. Son corps en a besoin et je constate qu'elle ne peut pas patienter entre laisser qu'elle me ramène le VIH et la sortie de l'école pour l'envoyer en mariage. Je pense que je préfère sur la sortie de l'école et l'envoyer en mariage. C'est votre opinion ou du PCN? Ça c'est l'opinion personnelle et non l'opinion du PCN. D'accord, monsieur Jourdain, s'il vous plaît, monsieur Jourdain, la parole. Allez-y. Allez-y. Le moindre mal. Tout à l'heure, monsieur Bichir, vous avez posé la question, le mariage précoce, un fléau ou un phénomène? D'accord. Pour moi, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un phénomène, pourquoi? Ça va au-delà, ça a plusieurs dimensions. C'est un phénomène anthropologique. Oui. C'est une question de l'homme africain que nous sommes. C'est un phénomène politique. C'est pourquoi nous allons faire intervenir le code de la famille. Il faut revoir notre code de la famille par rapport aux coutumes africaines. Après cela, il y a un phénomène, c'est un phénomène sociologique. Ça dépend des sociétés. Et ça dépend
des religions que tout à l'heure vous avez dit que au Grand Nord et dans le Noun, par forte majorité musulmane, c'est pourquoi il y a le mariage précoce. Si par exemple, nous avons un enfant à la maison qui n'a plus des aptitudes, parce que ce n'est pas tous les enfants qui peuvent aller à l'école et réussir. Si à un certain moment donné, au cours moins d'eux, vous voyez que votre fille n'a plus les aptitudes à acquérir. Et vous voyez ça dans quel sens? Mais nous suivons nos enfants à la maison. Mais vous voyez aussi qu'elle a les aptitudes à la mariage. Non, c'est pas automatiquement qu'elle doit aller en mariage. C'est ce que vous dites. Chez les Africains, c'est un phénomène anthropologique. Chez les Africains, il y avait l'initiation. Les garçons étaient initiés, les femmes étaient initiées. On n'allait pas en mariage sans être initié. C'est parce que nous avons laissé tout cela. Désacraliser le mariage. Et on a désacralisé le mariage et en plus, nous portons les lunettes des Occidentaux. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de mariage précoce et j'ai peur. À cause de la mondialisation, on va prendre chez l'autre. Est-ce que la précocité chez le français, c'est la même chose que chez le Bamoun que je suis? Non, c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous pensez alors directement? Moi je pense que la maturité. Mieux l'envoyer en mariage, la retraite de l'école, parce que... laisser d'abord le mariage... Pourquoi toujours lier aller en mariage et retraite de l'école? Non. L'école. Parce que vous pensez que physiquement, c'est une question, hein? C'est une question. Oui. C'est pourquoi elle n'a pas des aptitudes. M. Kema et moi, nous avons dit qu'il faut circonscrire le mot précocité. Est-ce que c'est la précocité juridique? Si c'est la précocité juridique, c'est que c'est à partir de 18 ans qu'on est mature. Sur le plan légal, à partir de 18 ans. Alors, si elle n'a pas 18 ans sur le plan juridique, alors il y a précocité. Elle ne peut pas aller en mariage. Le maire ne peut pas célébrer ce mariage. Sur d'autres plans alors? Sur le plan, par exemple, sociologique ou anthropologique, alors nous sommes Bamoun. Quand dit-on qu'une femme est prête pour aller en mariage? C'est quand sa mère, les coépouses, ses tantes, l'ont éduquée, elle a été à l'école du mariage. Vous avez des enfants, filles? J'ai 7 filles, un garçon. Dans celle qui a 12 ans, M. Bachi peut passer directement et le mariage sera pas... Non, pas forcément. Comment vous dites? Merci. Elles sont à l'école. Elles sont à l'école. On ne peut pas les retirer de l'école pour le mariage. Ah bon? Oui. D'accord. Mais si elles sont... Vous n'êtes pas là en train de dire une chose. Non, écoutez, non. Suivez-nous. Si, par exemple, ma fille n'a plus les aptitudes d'aller à l'école, est-ce que c'est tout le monde qui fait l'école? Quand vous parlez d'aptitude, vous voyez ça dans quel sens? Je pense dans le sens où, à l'école... Comment le savez-vous qu'elle n'a plus ses aptitudes? Par exemple, je suis parent. Et quand elle a des mauvaises notes, elle ne va pas à l'école. Est-ce que vous peuvent définir? Oui, et que je vois que c'est une fille tarée. D'accord, merci. Mais si elle est tarée, elle n'a pas les aptitudes, est-ce que c'est tout le monde qui va à l'école? Merci, monsieur. Monsieur Moko, vous pouvez nous faire la parole. Monsieur, je vous donne. D'accord. D'accord. C'est moi qui pose la question. S'il vous plaît. C'est moi qui pose la question. Il ne faut pas toujours dire qu'on doit toujours lier le mariage à l'école. Ou bien l'école au mariage. D'accord. Non, c'est deux choses différentes. Monsieur Moko, vous prenez la parole là. Qu'en dites-vous par rapport au mariage précoce? Je crois que nous sommes dans un débat purement citoyen. Monsieur Jourdan pense que c'est un phénomène. Et vous pensez que c'est un fléau? Nous sommes dans un débat citoyen. Et ceux qui nous écoutent veulent savoir quelle est la ligne de conduite. Et peut-être la meilleure. Oui. Et il faut dire que quand vous épousez une jeune fille avant 18 ans au Cameroun, vous êtes dans la clandestinité. Tout à fait. Et quand vous êtes dans cette clandestinité, vous ne pouvez pas bénéficier d'un certain nombre de prérogatives. Oui. Ça, c'est connu. D'ailleurs, on va continuer à dire que vous êtes dans le concubinage. Même quand vous faites des enfants, il faut passer par 4 chemins pour qu'on inscrive le nom du semblant de parents que vous êtes. Donc, sur ce plan-là, je voudrais qu'on reste ferme à dire que il faut lutter absolument contre les mariages précoces. La jeune fille peut être physiquement apte. Elle peut avoir la corpulence d'une fille de 25 ans. D'ailleurs, est-ce que la celle de 25 ans est même suffisamment mature pour être envoyée en mariage? Non. Je suis de ceux qui pensent que nous devons, comme parents, continuer à éduquer nos enfants.
à éduquer nos enfants, à grandir, à être utiles, mais nous n'allons pas continuer à les éduquer, à se marier pour être important ou pour être utile. Je suis de ceux qui pensent que certains parents, lorsqu'ils ont démissionné, pensent que les enfants n'ont plus des aptitudes pour pouvoir tenir à l'école. Nous venons tous au monde nus comme des vers de terre. Je voudrais qu'on me dise si parmi nous, il y en a qui viennent avec les habits ou avec un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi? Que nous pouvons tenir un enfant que nous voulons. Si nous faisons de lui un projet, nous savons qu'est-ce que nous avons à faire pour qu'il représente le véritable projet pour lequel nous pensons. Mariage précoce parce que maturité et autres, je dis, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, si la loi l'interdit, qui suis-je pour aller contre ça? Donner un point de vue qui, à mon avis, ne compte même pas du tout. Ça, sur le plan juridique. Moi, je pense de façon claire que lorsque vous avez votre fille à la maison, moi j'ai la malchance de n'enseigner que ça depuis pratiquement plus de 25 ans, la puberté aux enfants. Quand je leur enseigne, je leur dis c'est des choses, ça n'arrive pas, pour le moment c'est pas encore arrivé, ça va arriver, mais est-ce que cela ne fasse pas un problème pour vous? Tout le monde est passé par là, mais quand vous y passez sans égratignure, vous devenez une très grande personne. Ça veut dire que c'est ce genre de message qu'il faut passer aux enfants. Je ne donne pas l'impression à une jeune élève de 6e, à qui on m'a confié la responsabilité ou l'encadrement, de lui dire que, effectivement, comme tu as de très mauvaises notes, je suis sûr que tu feras une très bonne femme. Moi, je dis, c'est des comparaisons qui ne méritent pas d'être, à mon avis, données, quel que soit le contexte dans lequel nous pouvons nous trouver. Je pense que nous avons encore le devoir, les autres appelaient cela la sixa. Oui. C'est-à-dire qu'on continue à... Dans notre temps moderne, on a changé un peu. On n'appelle plus ça la sixa. Mais dans chaque famille, on sait qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour préparer le jeune garçon au mariage et comment est-ce qu'on fait pour préparer également la jeune fille au mariage. Il vous arrive très souvent, lorsque vous avez vos petites soeurs ou vos grandes soeurs qui sont filles, qu'est-ce qu'on dit souvent? Mais ça c'est un mauvais produit qu'on prépare pour le mariage. C'est sa mère qui le dit. Pourquoi elle le dit? Parce qu'elle regarde un certain nombre d'éléments. Donc pour dire ma part, pour finir, qu'on peut faire de chaque enfant ce que nous voulons. Quand les uns et les autres commencent par dire qu'il faut surseoir à l'apport de l'APEE, j'ai dit c'est un véritable problème. On ne peut pas payer pour... On ne peut pas estimer combien... Vous n'allez pas revenir sur ce thème. Non, je ne reviens pas là-dessus, mais je voudrais plutôt passer par là pour montrer la nécessité, l'importance de garder les parents en contact avec l'administration qui est chargée de donner un certain nombre de connaissances à leurs enfants pour les préparer à leur projet que les parents eux-mêmes ont défini. Parce que si votre parent vous a défini comme projet le mariage d'ici 5 ans, l'école va vous aider dans ce sens. L'école va vous amener avec l'aide de votre parent à faire cela. Si vous voulez également continuer à applaudir pendant que les autres passent, vous suivez bien mon regard, on va vous préparer dans ce sens. D'accord. Mais je voudrais qu'on comprenne que chacun de nous peut faire de sa descendance ce qu'il veut en fonction de ses moyens disponibles. Monsieur Mokou, pourquoi quand on parle de mariage précoce dans nos sociétés, on s'intéresse trop à la jeune fille? Où est passé le jeune garçon? Mais je dis, le jeune garçon, c'est quand même un peu difficile, hein? Parce que si vous regardez même en termes de statistiques, vous allez vous rendre compte que ce sont les jeunes filles de moins de 16 ans qui épousent des messieurs de plus de 40 ans. Oui. Ça, c'est pas tant. Oui. Mais quand vous voyez un garçon qui a à peine 20 ans, il va vous dire qu'il a atteint sa maturité, qu'il peut à un moment donné décider de ce qu'il peut faire de sa vie. Mais sauf que malheureusement, il va choisir une fille qui a moins de 14 ans ou parfois 16 ans. Ce qui interpelle. Mais moi je pense que le mariage précoce, c'est le garçon, ça existe. C'est vrai, quand il n'est pas physiquement, il n'est même pas préparé à ça, ça peut exister. Mais on estime dans notre société qu'on peut savoir comment manipuler. Mais le plus important, celles qui subissent, ce sont les jeunes filles. Parce que le garçon, à un moment donné, peut dire à la jeune fille, c'est ça que nous suivons toujours. Je t'ai épousé hier, je ne savais même pas que tu étais comme ça. Je vais te chasser aujourd'hui et puis ce sera terminé. Il va se taper une autre jeune fille. Donc je pense que celles qui subissent les premières et qui méritent notre attention, ce sont les jeunes filles. Alors, M. Kemayo du PCRN, le mariage précoce ne serait-il pas un moyen dans beaucoup de localités? Il y a certaines localités au Cameroun où ce phénomène, s'il faut parler ainsi, devient comme un obstacle à la scolarisation des jeunes filles.
Oui, s'il faut parler sur le plan sociologique, comme venait de dire monsieur Djundam, le mariage précoce, sur le plan sociologique, il est bien vrai que c'est devenu un frein à l'éducation de la jeune fille, suivant certaines sociétés, suivant certaines considérations. Je vais vous dire que lorsque je suis en train de parler là, je vis au quotidien cette affaire. Je suis dans une école à forte connotation Bororo, où je me bats tous les jours. Je ne suis pas en train de faire la promotion de filles qui se marient trop tôt. Je me bats tous les jours avec les parents, parce que plusieurs de mes filles qui obtiennent le CEP à 12 ans, 13 ans ne vont plus à l'école. Et depuis 4 ans, j'essaie de sensibiliser les parents, j'essaie de leur faire comprendre. Et pour la petite anecdote, j'ai convaincu un parent. L'enfant faisait le cours élémentaire, le cours moyen 1. J'ai convaincu le parent à mettre les dossiers de CEP et de concours à cette fille. Elle est passée, elle a eu le concours et le CEP. Elle est allée au CETIC. 2 ans plus tard, le directeur du CETIC a convaincu son père à faire sauter la 3e année à la fille pour aller en 4e année. Et cette année, la fille en question a eu le cap. Et c'est une fille qui était déjà préparée pour le mariage, si bien que présentement, nous avons des problèmes avec son fiancé qui était destiné. Parce que c'est... Donc, ce n'est pas dans tous les cas qu'on dise que... voilà pourquoi j'ai demandé qu'on redéfinisse ce qu'on entend par précocité. La loi camerounaise, quelque part, dit que toute relation coupable avec une fille de moins de 21 ans est passible d'un emprisonnement allant de 5 ans à 15 ans. Et on dit que la peine est doublée si la fille a moins de 16 ans. Il me semble que c'est l'article 351 du Code pénal. Et curieusement, la même loi qui dit que toute relation coupable entre un homme et une fille de moins de 21 ans autorise le mariage des filles de 16 ans. Parfois même les filles de moins de 16 ans sur autorisation des parents, si le parent l'autorise. Donc vous voyez que quelque part, notre loi essaye de s'arrimer aux considérations locales. On essaye quand même de trouver des portes de sortie. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas qu'il faille retirer les filles de l'école pour les envoyer en mariage. Non. Si une fille a des dispositions pour aller à l'école, il faut l'accompagner. Beaucoup pensent que pour combattre le taux de scolarisation des jeunes filles qui grandissant à moins de cours, il faut réduire le mariage précoce. Écoutez, je vais prendre le cas de mon école. Oui. Beaucoup de parents m'ont fait comprendre que quand la fille fréquente beaucoup, elle refusait d'aller en mariage, elle ne veut plus aller en mariage. Et même lorsque je crains pour ma fille qui a eu le cap cette année, parce qu'il y a des pressions énormes sur son papa, on voudrait que la fille s'arrête là. Et cette fille, c'est tout simplement une génie. La pression est énorme sur son papa parce qu'on voudrait que la fille s'arrête à ce niveau. On lui fait comprendre qu'il est en train d'enfreindre les règles de la coutume. Envoyer une fille pousser une fille bororo jusqu'à ce qu'elle obtienne le cap. On se demande quel berger va encore épouser une qui a le cap. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, si la fille peut faire l'école, ce n'est pas un problème. Mais si à un moment vous vous rendez compte que votre fille, malgré tous les efforts que vous avez déployés, parce que tout l'encadrement que vous lui avez donné, a plutôt des tendances à être attirée par les hommes, mais vaudrait mieux plutôt, au lieu d'attendre une grossesse indésirée ou une maladie sexuellement transmissible, d'envoyer en mariage. Monsieur Joudam, le premier cas que vous avez signalé, je vous en prie, si c'est un cas comme celui-là, il faut signaler à l'autorité administrative. C'est-à-dire, c'est une évidence, la solution va être trouvée. Je peux même vous dire ce que l'autorité administrative fera. On va tout faire pour la protéger. Mais maintenant, je voudrais juste vous poser une question en passant. C'est moi qui pose la question. Justement, vous posez vos questions. Mais je pose tout de même une question rhétorique. D'accord, allez-y. Et vous répondez rapidement. Les jeunes filles sont suffisamment difficiles à encadrer. Mais je prends donc l'inverse. Qu'est-ce qu'on fera donc d'un petit garçon qui est davantage attiré par un certain nombre de choses? Merci. D'accord. Monsieur Joudam, on va faire un petit métier. Mais je disais que... Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Kemal, qui pense que pour réduire les grossesses indésirées, autre chose, c'est mieux que la fille aille en mariage? Non, nous ne faisons pas l'apologie du mariage précoce. C'est une question. Non, vous nous écoutez. C'est une question. Nous avons dit que la fille faille non, c'est une question. Béchir, allez-y. Je suis d'accord avec M. Moko qui a dit que ça c'est un débat citoyen. Et
Je suis d'accord avec toi. Pour que votre fille ne tombe pas, grossesse précoce, allez-y. Nous sommes là pour édifier. C'est moi qui pose la question. Oui, nous sommes là pour édifier les téléspectateurs. D'accord. Et moi, je ne pense pas que le mariage précoce soit un fléau. C'est plutôt pour moi un phénomène. Et ce phénomène doit être étudié. Mais c'est pourquoi parce que c'est un fléau. Ça, c'est sa position. D'accord. Ça, c'est sa position. Moi, c'est un phénomène. C'est pourquoi on va voir la question du mariage précoce sous plusieurs angles. Sur l'angle anthropologique, on l'a dit, sociologique et politique. Et alors maintenant, au Cameroun maintenant, sur l'angle politique, il y a un problème du code de la famille. Et c'est le code de la famille qui va étudier l'ensemble de toutes les dimensions qui tournent autour du mariage. On va prendre l'aspect de nos sociétés, l'aspect religieux. Que pensent les musulmans du mariage? Que pensent les Kotoko du mariage? Et alors on va faire un bon code de la famille. Parce que ce phénomène, le mariage en tant que tel, on l'a vu dans la ville de Fumban, l'augmentation du taux de nuptialité. Qu'est-ce qui pousse cela? Et c'est parce que aussi, si nous demandons l'adoption d'un code de la famille qui essaye de prendre en compte toutes les spécificités de le cadre air culturel du Cameroun, c'est le fédéralisme communautaire proposé par le président Cabral Libi. En passant, c'est pour essayer d'avoir quelque chose de bien. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du mariage, de dire que les enfants, filles doivent automatiquement... Non. D'accord. Et même si on prend la société Bamoun d'antan, la société africaine en général d'antan, les femmes n'arrivent pas au mariage à 9 ans. C'était même à 20 ans. Parce qu'il y avait un cycle. Et c'est ça qu'on a oublié pour essayer d'adopter les droits de l'enfant des Occidentaux. Et qui nous a poussé au mariage précoce. Et la précocité, c'est au niveau du physique, au niveau de la maturité, au niveau intellectuel même. Quelqu'un peut avoir un doctorat sans être mature pour le mariage. D'accord. Quelqu'un peut être à 12 ans, n'ayant pas les capacités. C'est pourquoi il y a les SASM. Lorsque tu n'as pas pu, tu ne peux pas faire un cycle long, alors on t'envoie au c'est ce que nous disons. Si j'envoie ma fille au SASM, c'est que ma fille n'a pas raté. Si ma fille va à la section ou bien au centre de promotion de la femme et de la famille, c'est ce que les institutions de l'État ont fait pour les filles qui ne vont pas faire le cycle long des études. On les envoie là-bas et on les prépare. C'est un peu les conséquences, puis que les garçons. Et c'est parce que, il y a la démographie. Nous voyons que les filles sont plus nombreuses que les garçons. Est-ce que ça explique tout cela? Et oui, ça explique. C'est pourquoi c'est ce phénomène-là qui est plus visible que les garçons. Vous allez vous rendre compte que la loi protège plus la fille que le jeune garçon. Parce que la loi reconnaît que la fille est un sexe, entre guillemets, faible. Il y a la maturité sexuelle. Et je vous dis que si c'est sur le plan, je vous dis par exemple, j'ai 8 enfants, j'ai 7 filles, un seul coq. Alors c'est pour dire que si on essaie toujours de voir du côté de la fille, c'est parce qu'elles sont les plus nombreuses et les plus fragiles. Je peux être votre beau-fils. Ça dépendra de la manière dont... S'ils sont pareils, c'est M. Moukou. S'ils sont pareils, c'est M. Moukou. Alors les portes sont ouvertes. D'accord. M. Moukou, on va sortir là avec cette thématique. On parle des conséquences et des solutions déjà. Quand une fille part en mariage précoce, conséquences ou encore... Quelles sont déjà les solutions? Je voudrais vous dire que la situation est même très grave. Je vous assure, elle est très grave. On a vu à Fumba les mariages, je dis 2 jours après. On s'amuse, on blague un peu, mais je dis que la situation elle est extrêmement grave. Pour le simple fait que la jeune fille soit capable de répondre à un appel d'un garçon, qu'elle se dise déjà qu'elle est capable de se marier. Elle ne connaît pas le b.a.-ba de ce qu'on appelle le mariage, même si elle a l'âge physique, elle a la maturité, tout ce que vous demandez, mais je dis qu'elle n'est pas préparée à ça. Quand vous parlez des conséquences, vous devez prendre surtout celles qui se marient avant l'âge, de la maturité. Quand vous faites, d'abord en médecine, on dit que toute grossesse avant 18 ans et après 35 ans constitue des grossesses à risque. Même si toutes les autres grossesses sont encore à risque.
C'est le minimum. Lorsqu'on s'appuie là-dessus, on peut déjà comprendre que la question que moi-même j'ai posée tout à l'heure, elle trouve sa raison d'être ici. C'est que nous avons formé, nous vivons dans une société où nous estimons que nous avons donné pratiquement tous les droits aux garçons. Oui. Il est capable de tout faire. Il peut rentrer à la maison à 22 heures. Il peut aller partout où il veut. Il peut choisir sa compagnie, ce n'est pas un problème. Mais on interdit à une jeune fille d'avoir n'importe quelle compagnie. Voilà la société dans laquelle nous fonctionnons. Nous avons compris que quand une femme vous a fait plutôt une fille et non un garçon, vous êtes malheureux. Vous posez la question de savoir pourquoi toujours les jeunes filles. Pourquoi toujours les jeunes filles chez moi? Pourtant, je veux bien un garçon qui fera je ne sais pas quoi. Je dis, voilà la société dans laquelle nous fonctionnons. Et voilà ces pouvoirs que nous avons donnés à ces jeunes garçons qui pensent désormais que... Ce jour-là, non, il se plaît pas. Je ne sais pas s'il se plaît pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, oui, gratuitement. D'accord. Gratuitement, vous suivez bien mon projet. Ça vous dit quoi? Que ensemble, notre société a tout fait pour donner tous les privilèges aux garçons, mais rien du tout à la jeune fille. La preuve, c'est que c'est elle qu'on peut échanger avec. C'est elle qui va en mariage aujourd'hui. 2 ans après, elle a 2 enfants à sa charge, elle est abandonnée par tout le monde. C'est elle encore qui dit aujourd'hui, moi j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi, pendant que son père lui dit non, c'est parce que moi je préfère pour toi qu'elle. Elle est la première à dire que voilà, j'ai choisi, et puis il y a un vocabulaire que je ne tolère pas chez moi. Parce que je ne sais pas comment je peux apprécier ça, je n'appréhende pas ça jusqu'à présent, que ma jeune fille me parle de son gars, ça, je ne comprends pas ça. Mais nous avons formé... C'est les droits de l'enfant. Nous avons... C'est inadmissible. Nous avons formé nos jeunes garçons... Mon petit ami. À parler comme cela, je dis c'est très grave. Et puis une jeune fille qui parle pareil, qui ne sait pas que demain elle sera la première à subir. Allez voir quand on les bastonne. Dans les lycées. Et autres, ce ne sont pas les petits garçons qu'on bastonne. Allez voir, ce sont les jeunes filles qu'on bastonne. Vous voulez qu'on continue à rester comme ça, à ne rien faire? C'est pour ça que l'État du Cameroun a prévu un certain nombre de mécanismes. Vous l'avez fait mieux de les citer tout à l'heure. Vous avez le centre promotion de la femme. Vous avez les centres multifonctionnels pour les encadrer dans le petit métier et autres, pour les amener à comprendre que le mariage même peut venir après. Mais quand on a trouvé un boulot quelque part, quand on est utile à la société que d'être important, on peut bien vivre. Nous savons également que nous nous battons à la maison pour que notre héritier, et je pèse le moment où nous nous battons pour que notre héritier ne soit pas la fille qui se bat tous les jours pour son père. Ah bon? Pendant que le garçon est dans la rue. Avec... Mon héritier, c'est ma première fille. Monsieur Moukou, mon héritier, c'est ma première fille. Oui, je dis ça sur les antennes. Jusqu'où je voulais aller. Donc pour dire que nous avons tout fait pour rendre les jeunes garçons tels qu'ils sont. Ce que je demande aujourd'hui, c'est que nous les assumons simplement. Voilà ce qu'il faut faire. Qu'on les assume simplement. Et si nous ne pouvons pas assumer, reprenons encore notre bâton de commandement et rappelons-leur ce qu'elles doivent savoir pour que la responsabilité de demain, que le mariage de demain, parce que dites-vous que même quand votre petit garçon a épousé, s'est fait mal marié, c'est encore un problème pour vous. Donc, prenons encore notre bâton, aidons les parents, les enseignants à l'école, aidons encore... Pas les APE. À l'école. Aidons encore les pasteurs partout où cela est nécessaire pour que le message puisse passer. Mais que chacun de nous sache que lorsqu'il s'engage à faire un enfant, c'est véritablement un projet. Alors, d'accord. Monsieur Kemayo, peut-être votre parole par rapport à la deuxième thématique. Qu'est-ce que vous préconisez au PCRN par rapport à ce que faire pour limiter les dégâts et surtout contribuer davantage à la scolarisation des jeunes filles, si cela est un problème? Ah oui, effectivement, au PCRN, nous avons d'abord un code de conduite. Le président national du PCRN venait de commettre un document, le fédéralisme communautaire. Je pense que si vous lisez dans ce livre, toutes les réponses vous vont directement sauter à l'œil. Je pense qu'il n'y a jamais de solution standard pour un problème pour toutes les sociétés. Il peut arriver que la solution qui marche ici ne soit forcément pas la solution ailleurs. On m'a raconté une histoire comme quoi une organisation est arrivée dans un village dans
dans le Grand Nord. Et ils ont constaté que leur problème, c'était le manque d'eau. Et ils se sont attelés à créer un forage au centre du village. 2 ans plus tard, ils sont revenus voir ce qu'est devenu le village. Ils ont constaté que les villageois avaient déménagé du point d'eau pour aller rester encore à 20 km du forage. Ils ont commencé à mener les enquêtes, mais qu'est-ce qui s'est passé? On vient faire le forage ici, et ils se déplacent encore. Ils se sont rendus compte que c'était un village où les gens construisent les cases rondes. C'est-à-dire, à tout moment, il n'y a pas de chambre à l'intérieur. Vous êtes avec les enfants. Et c'est en restant le plus loin possible de l'eau. Le moment où les enfants sont allés chercher l'eau, les adultes restent à la maison et s'évertuent à chercher les petits frères. Mais lorsque vous venez creuser le puits au centre du village, ils sont avec les enfants à tout moment, il n'y a plus moyen de procréer. Donc il ne faudrait pas qu'une solution, que nous disions qu'il y a une solution qui est standard, une solution générale à toutes les sociétés. Sinon nous allons plutôt faire du mal à certaines sociétés. Je vais parler par exemple de la société Bororo dont j'ai eu la chance de côtoyer ces derniers temps. Si vous, ils sont petit à petit en train de changer de mentalité, mais si vous les forcez à une certaine logique, la logique occidentale, il est risqué qu'ils se replient encore sur eux et c'était même difficile pour eux d'envoyer les filles à l'école. C'est seulement les garçons qui venaient juste pour apprendre à compter, pour le commencer des bœufs. Maintenant qu'ils commencent à envoyer la jeune fille, si vous leur faites comprendre que non, la jeune fille doit fréquenter jusqu'à 25 ans, c'est que c'est la loi le dit. Si vous retirez la jeune fille, vous allez vous créer des problèmes. Il va se dire que bon, au lieu d'envoyer ma fille à l'école pour qu'on lui impose 15 années, 20 années d'école, vaudrait mieux que je la garde à la maison une fois, comme ça l'école n'aura pas accès à elle. Donc voilà, donc il faut plutôt que nous trouvions des solutions appropriées à chaque communauté, que nous décentralisions les solutions. Il n'y a pas une solution générale qui peut marcher dans tous les cas. Revenant à c'est une des rares fois que nous sommes d'accord avec M. Moukou sur ce plateau, nous ne faisons pas l'apologie du mariage précoce. Mais dire qu'une fille qui n'a pas encore atteint 18 ans ne devrait pas aller en mariage, nous voyons que dans certains cas, on dit toujours que son père aurait gagné en l'envoyant en mariage plus tôt, lorsque le pire est arrivé. Monsieur Joudom, vous sortez par là par rapport à la deuxième thématique, mariage précoce. Qu'est-ce que vous proposez à l'Union démocratique du Cameroun? Simplement, à l'Union démocratique du Cameroun, nous voudrions nous sommes une force de proposition. Le leader, c'est la femme, il faut le dire. Nous sommes une force de proposition et nous sommes toujours là pour proposer. Nous sommes un parti de gouvernement. Il faut faire les états généraux de la famille. Et à partir de ces états généraux de la famille, on va essayer de voir toutes les spécificités culturelles de notre pays. Et enfin, l'UDC a un code de la famille qu'on propose à ceux-là qui ont fait 40 ans d'inertie sans pouvoir bouger. Alors il faut un code de la famille consensuel. Et dans ce code de la famille, pour sortir un code de la famille consensuel, on va voir l'aspect juridique, l'aspect sociologique, l'aspect anthropologique même. Parce que comme il disait, les Bororo n'ont pas la même vision que le Bamoun. Le Bamoun n'a pas la même vision que les Ekans. Les Ekans n'ont pas la même vision que les Sawa. Or, comme nous formons un seul pays, on peut venir là, voir les Bantous, les semi-Bantous et même les Arabes Shoah, comment ils vivent, et dans notre code de la famille. Parce que l'UDC a déjà un code de la famille qui définit comment vivre en famille, même sur l'aspect mariage. Et la précocité, nous l'avons dit, nous sommes d'accord avec M. Moukou qu'il y a une moralité sexuelle à double vitesse. Et c'est cela qui n'est pas normal. Nous sommes d'accord. Et je suis d'accord avec M. Moukou lorsqu'il dit que cette moralité sexuelle, il faut la revoir. C'est ce qui est dans notre code de la famille, M. Moukou. Donc, vous devez adhérer à ce code de la famille. Et oubliez que tout à l'heure, il a dit que nous devons revenir avec les APEE. Et je comprends M. Moukou. Parce que les APEE, c'est ça qui a formaté les militants du RDPC, parce que là-bas, comme la corruption c'est
le B.A.B.A. On est habitué à piquer. Alors, merci. Chers téléspectateurs, merci. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Nous allons faire un dernier tour de table, certainement par rapport à d'autres matières, un dernier tour de table, mesdames, messieurs. C'est la fin de l'émission, mais avant, dernier tour de table. Et cette fois-là, monsieur Mokou, vous avez le privilège. Merci encore de nous honorer de votre présence. Le Rassemblement du peuple camerounais qui était là, c'est un honneur. C'est aussi un plaisir chaque fois. Vous y venez, vous êtes toujours là, c'est important. Je suis là. Le RDPC, ça marche à vie. Quel sera votre mot de fin par rapport aux deux thématiques évoquées ce matin? Bien sûr, vous sortez là avec les salutations. Nous disons régulièrement que pendant que les autres gesticulent, le RDPC travaille. Et pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est votre mot de fin, hein? Je suis à la fin, c'est pas la peine. Oui. Mais je dis, pour répondre à ça, je voudrais tout de même rappeler à mon frère que le RDPC a mis l'éducation de l'enfant au centre de sa préoccupation. C'est pour ça que nous estimons que, quelle que soit la source de l'énergie qui peut permettre de donner un sens à l'éducation d'un enfant, à sa formation, le RDPC est prêt à y aller. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas savoir quels sont le nombre des bâtiments qui ont été érigés, ça et là, par les contributions des APP. C'est pour cette raison que nous estimons que le RDPC continuera à soutenir les parents d'élèves dans ce sens et à appeler également la Banque mondiale à travers le PAREC à mettre davantage à la disposition des apprenants les moyens de l'information, même si ces documents, nous les retrouvons sur la place publique, avec la mention ne peut être vendu. Je crois que les territoires qui sont nombreux ici comprendront que l'État se bat et qu'il y a des gens qui n'ont pour seul leitmotiv que de détruire ce qui semble être bien fait. Alors, vous saluez quelques personnes. Je voudrais saluer toute la grande famille des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce qu'ils se comptent parmi eux, ils sont là et ils nous regardent certainement. Oui. Je voudrais également saluer le président, mon président de section qui est là également, qui certainement, même s'il ne m'écoute pas à travers son petit écran, il doit être en train de m'écouter à travers les plateformes digitales. Je voudrais également saluer ma petite famille qui me suit également tous les dimanches. Mais je voudrais surtout demander à tout le monde de garder espoir parce que ce pays change, il change et il change. Et en 2025, le RDPC sera là. En 2025, le RDPC sera là, n'en déplaise. Voilà. D'abord, le discours qui a été construit ici, comme quoi le RDPC... Je voudrais qu'on confirme ça. Ne sera plus là, mais c'est n'importe quoi parce que l'autre... Le RDPC va vivre. Le PCRM, il y a 2 semaines, nous a dit qu'en 2025, Cabral sera président. On vient nous dire qu'en 2025, dans tous les cas, on sait qui est-ce qu'il faut combattre et que probablement le PCRM ne sera pas là. D'accord. Je voudrais qu'après... Vous me prêtez des mots, ce n'est pas ce que nous avons dit sur ce plateau. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Qu'on se retrouve également sur ce plateau pour débattre parce que le RDPC c'est véritablement une machine. C'est en octobre 2025, vous connaissez déjà. Merci. D'accord. Merci. Monsieur Kemario, merci de nous donner votre présence. Le PC, un parti camerounais pour la Révolution nationale. Quel sera votre mot de fin par rapport aux deux thématiques évoquées ce matin? Oui, par rapport aux deux thématiques, d'abord par rapport à l'association des parents d'élèves et enseignants qui met enseignants que de nom, c'est en réalité l'association des chefs d'établissement et marionnettes des parents. En réalité, c'est ça dans le fait, c'est ça qui est quand on observe dans le fait. Lorsque je pense que nous devons plutôt revenir à la légalité. Vous savez, l'éducation d'un pays, la santé et la sécurité sont les 3 fonctions hautement régaliennes de l'État et nous constatons que l'État a complètement abdiqué sur ce plan, complètement, puisque sur le plan de l'éducation, c'est plutôt le PAREC qui s'en charge, c'est plutôt une organisation internationale qui s'en charge pour éduquer les Camerounais. Sur le plan de la sécurité, d'ailleurs, le Cameroun n'a pas un organe chargé de la sécurité, on a plutôt une délégation générale à la sûreté, c'est-à-dire on nous espionne, on s'en fout de notre sécurité, on nous espionne plutôt. Il n'y a pas un organe de sécurité, plutôt un organe d'espionnage. Sur le plan de la santé, nous connaissons ce que nous vivons dans nos hôpitaux publics, il n'y a pas plus besoin d'en revenir. Pour la deuxième thématique qui parlait, pour la deuxième thématique, nous avons parlé du mariage précoce. Nous n'avons pas fait l'apologie du mariage sur ce plateau. Au moins là, nous étions d'accord avec M. Moukou. On a trouvé quand même des points
d'accord sur plusieurs éléments, mais il faut toujours dire que nous ne pouvons pas avoir une solution généralisée dans une diversité de sociétés. Donc il faudrait que la solution soit appropriée, il faut une différenciation sociale dans les solutions apportées à ce problème. Vous dites bonjour à quelques personnes. D'ailleurs, nous disons bonjour à tous les militants du PCRN qui sont de plus en plus grandissants dans le département du Nord et qui viennent, je suis fier de le dire, qui viennent principalement du RDPC. Beaucoup ont compris que le RDPC n'est plus un parti d'avenir. Et le RDPC, M. Moko l'a dit, qu'en octobre il sera sur ce plateau. Non, il ne le sera pas, parce qu'après octobre 2025, le RDPC va exploser. Le RDPC ne tient que par rapport au pouvoir. Si le RDPC prend le pouvoir, le RDPC cesse d'exister. Alors on comprend que le PCRN sera le PCRN, pour recadrer M. Moko, le PCRN, le président Cabral n'a pas dit, je n'ai pas dit que Cabral ne sera pas candidat, il ne sera pas aux élections, mais il a plutôt dit que les fourmis ne peuvent pas marcher avec les cigales. D'accord, c'est votre travail. Merci. Ne peuvent pas coaliser avec les partis. Merci d'être venu. Alors, M. Joudamadou, merci de nous avoir de votre présence à l'Union démocratique du Cameroun. Quel sera votre mot de fin par rapport aux deux thématiques? Quelques salutations. Par rapport aux deux thématiques, M. Moko Issofa a confirmé ici que l'État a confié l'éducation des Camerounais à la Banque mondiale et au FMI. Et il a dit qu'à travers le PAREC, c'est le PAREC qui... oui, c'est le... Mais on va relancer le mission alors. Oui. Non, dimanche prochain, monsieur... alors, monsieur Moko Issofa... alors, monsieur Moko a dit qu'on a, par un partenariat, on a essayé de confier... On n'a pas confié. Parce qu'on a abdiqué notre éducation, qui est une fonction on ne peut plus régalienne de l'État, aux étrangers, et c'est pourquoi vous allez voir dans les manuels scolaires l'homosexualité est introduite. Deuxièmement, je réitère, il faudrait il faut avoir un fonds de développement de l'éducation comme on a un fonds, la redevance audiovisuelle pour financer l'éducation. Et on peut le faire sans problème. Et puis, sur le plan de l'éducation aussi, vous voyez vous-même que le gouvernement OTS est en train de poindre à l'horizon pour cette rentrée et que on a dit que le RDPC met l'éducation au centre de cette préoccupation, et pourtant nous avons vu Amidou 11 ans après avoir été intégré et mort sans avoir touché son salaire, et nous voyons les enseignants tous les jours qui font les marches. Le mouvement OTS est pointe à l'horizon. Voilà l'éducation qu'on a pour notre Cameroun. Et sur la deuxième thématique, M. Moko a dit qu'il rejoint l'UDC pour le code de la famille parce que la moralité... attendez, je vous en prie. Quelques salutations. Nous avons un code de la famille. On a un code de la famille qui a pris le côté anthropologique, sociologique et politique de la chose. Alors, tous les Camerounais vont soutenir ce code de la famille que nous avons déjà proposé. La Lune a parlé du changement. Donc, ils s'aspirent eux aussi au changement. Alors, bonjour à deux personnes sorties. Bonjour, premièrement, à ma maman qui est souffrante. Je suis à son chevet. Et deuxièmement, à tous les militants de l'Union démocratique du Cameroun, de Kotamu, de Bangourène et de Maba. Est-ce qu'en 2025, l'UDC sera là? Alors, comme M. Moko disait, qui fait l'apologie des filles, il y aura une femme candidate en 2025. Et M. Moko, qui aime les femmes, va voter pour cette femme. Il aime la femme en général avec grand F. D'accord. Parce que pour lui, il faut des femmes valables. Et comme à l'UDC, il y a une femme valable, M. Moko va soutenir l'UDC en 2025. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes là avec beaucoup de sourires. Nous sommes avec le sourire. Merci. C'est la fin de l'émission. Chers téléspectateurs, c'est la fin, merci. Merci, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardé ce matin. C'est un plaisir. Nous sommes là parce que vous êtes là aussi. Rendez-vous dimanche prochain. À dimanche et bon dimanche.